Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Aujourd'hui, on fait la review d'un Battle Tomb, l'un des deux premiers Battle Tomb de la V3, le Battle Tomb des Auric Warclands. Alors, Yann, toi, tu te lances dans les Auric Warclands, plus précisément dans les Cruel Boys, pour lesquels tu as vraiment eu un coup de cœur. D'ailleurs, tu es en train de les faire peindre, ils sont magnifiques. Alors, on pourrait peut-être commencer avant même de rentrer dans le détail du Battle Tomb. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau Battle Tomb-là, le premier avec les Stormcast de la V3? Oui, bien vraiment. Puis peut-être plus encore que pour le BT Stormcast, dont on fera la review dans une autre vidéo. Je trouve qu'on sent vraiment que les règles ont été pensées pour la V3, pour exploiter les habiletés de la V3 et aussi pour avoir des habiletés qui permettent de contrer les habiletés de la V3. On va le voir, donc c'est vraiment un BT qui est très bien passé, donc qui va être très, très amusant à jouer. Je dirais que dans l'ensemble, je suis aussi vraiment très, très content de comment ils ont réussi à arrimer les règles avec le fluff de chacune des factions. Donc, il y a vraiment une très, très belle cohérence entre l'histoire, le fluff des armées et leurs règles. Ils ont vraiment réussi à rendre l'esprit de l'armée à travers les règles. Ça, vraiment une belle réussite. Puis sur le plan de la compétitivité, les différentes factions sont vraiment inégales, malheureusement, mais il y a vraiment des listes compétitives ou à tout le moins suffisamment compétitives pour avoir du plaisir à sortir de ce Battle Tomb-là. Donc, vraiment un très, très beau Battle Tomb. Il n'est pas cassé, il n'y a pas de grosse liste, à mon sens, à moins que je n'ai pas vu, il n'y a pas de grosse liste qui va venir complètement dominer le méta non plus. Donc, c'est un BT qui est équilibré, qui va être le fun à jouer. Vraiment super travail de Games Workshop. Je suis vraiment content de ce Battle Tomb-là. Puis je pense en fait, si c'est la norme des Battle Tomes, je pense que les troisième édition va être vraiment intéressante avec les futures sorties. Parce que comme tu l'as mentionné, oui, la balance interne a quand même quelques bémols, quelques éléments qu'on verra plus tard en fait. Là, quelques inégalités, mais somme toute, je pense que c'est pas un livre qui va tout casser puis qui va se faire non plus tout casser. Donc, chapeau, si c'est vraiment la norme, personnellement, je suis vraiment encouragé pour la V3 avec les futurs Battletons. Ouais, absolument. Excellent. Alors, on va commencer. Le Battle Tomb Auric Warclands, c'est dans le fond trois factions qu'on peut jouer, les Cruel Boys, les Iron Jaws, puis les Blonde Splitters. Et on pourrait aussi jouer la Bégua qui permettrait de rassembler ces trois factions en une seule liste. Alors, on va commencer dans le livre avec les Cruel Boys. Alors, on va voir les habiletés d'allégeance. Premièrement, bon, il y a trois sous-factions qu'on peut prendre quand on joue Cruel Boys. Elles vont être présentées plus tard. Et il y a une série d'habiletés. On commence par les Venom Encrusted Weapons. Oui, en fait, c'est donc une habilité qui fait en sorte que tous les jets non modifiés de 6, autant avec les armes de mêlée que les armes de tir, vont faire un nombre de blessures mortelles équivalent à la caractéristique de dégâts de l'arme. Donc, si on a une arme qui fait 2 de dégâts, on lance un 6 pour toucher, ça fait automatiquement 2 blessures mortelles. Donc, c'est vraiment de là que va venir une partie importante de la létalité de cette armée-là, surtout dans un méta où on peut avoir des très bonnes sauvegardes. C'est vraiment un atout très, très important pour eux. Et on va voir qu'il y a des moyens d'améliorer les dommages ou les dommages là, qui viennent de cette habilité-là, là, du poison sur les armes. Donc, voilà. Très solide règle, encore une fois, qui est très, très fluff. Je pense que s'il y a une chose qui prend encore plus d'importance en V3, c'est les blessures mortelles avec le save stacking. Donc oui, c'est une habilité qui va être solide, qui va faire en sorte qu'en fait que la plupart des unités Cruel Boys vont être des menaces à tout moment dans la partie. Donc, c'est pas cassé, mais c'est une très belle habilité qui offre des belles possibilités à l'armée. Oui, puis tu l'as dit, c'est très fluff. Hein? Les Cruel Boys sont rusés mais brutaux, plutôt que brutaux mais rusés. Donc, c'est vraiment le subterfuge, la malhonnêteté, le piège, etc. Donc, d'utiliser des armes empoisonnées plutôt que la force brute, comme vont le faire les Iron Jaws, par exemple. C'est vraiment fluff. Ouais. Ensuite, chaque faction a sa WAG. Les Cruel Boys ont leur propre WAG. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la WAG des Cruel Boys? Elle est excellente, en fait. C'est une habilité une fois par bataille. Quand on va choisir notre général ou un de nos généraux pour attaquer, on va pouvoir choisir 2 unités Cruel Boys entièrement à 18 pouces et chacune de ces 3 unités-là va pouvoir attaquer consécutivement dans l'ordre qu'on veut. Donc, on a un tour de combat où on va avoir triple attaque avant que l'autre puisse contre-attaquer. Donc, c'est un beau trick. Dans certaines situations, ça peut être très fort.
Ouais, puis justement, ça peut se combiner très, très bien pour aller chercher une grosse pièce ennemie. On charge le général avec 2 unités pour venir supporter. Donc, on peut vraiment avoir 3 unités qui frappent plus les Venom Encrusted Weapons pour faire des blessures mortelles aussi. Donc, ça ouvre des belles possibilités pour vraiment porter un dur coup à l'ennemi une fois par bataille. Je trouve que c'est une belle règle, très fluff, intéressant, sans être trop brisé. Tout ce que j'ai à dire, en fait, c'est prenez ça Luminette. Hein. Mhm. Tout à fait. Oui. Dans le fond, c'est même un peu mieux parce que là, c'est 3 unités avec les Cruel Boys et non pas juste 2. Exact. Et on a Exactement. ensuite une dernière règle d'allégeance qui est la plus intéressante selon moi, ce sont les Dirty Tricks. Alors, au début de la bataille, tu vas pouvoir choisir un Dirty Tricks parmi une liste qu'on a. Qu'est-ce que tu penses de ces tricks-là? Hey, c'est vraiment une mécanique absolument incroyable. Et d'ailleurs, les Bone Splitters et les Iron Jaws, eux, ont une habilité de commandement. Alors que les Cool Boys, eux, ont les Dirty Tricks. C'est vraiment super bien pensé parce que le principe, en fait, c'est que c'est au moment, après avoir reçu donc nos points de commandement de départ, mais avant le début du premier tour. Donc, c'est une fois que le déploiement est fait, une fois qu'on a décidé qui allait prendre le premier tour, là, on va choisir une des 4 habilités suivantes. Et les 4 vont être bonnes dans certaines situations. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre de nous adapter à notre adversaire. Par exemple, on a un Noisy Racket qui va faire en sorte que les jets de blessure adverses pendant le premier tour vont être à -1. Donc, -1 sur les jets de blessure de l'adversaire au premier tour. Donc, toutes les armées de Alpha Strike qui vont pouvoir nous frapper fort dès le premier tour, on peut enlever une partie de leur létalité pour se protéger un peu de cette Alpha Strike-là. Autant une Alpha Strike de tir qu'une Alpha Strike de combat. On a aussi, surprise létale qui nous permet de cacher là, entre 0 et 3 là, selon des jets aléatoires, pièges, si on veut, autour d'objectifs ou sur des objectifs ou des pièces de terrain pour faire des blessures mortelles. Ça, c'est vraiment moins bon parce que c'est très, très aléatoire, puis ça va être facile pour l'adversaire d'éviter les pièges, de se tenir à plus d'1 pouce du piège et donc de ne pas le déclencher. Les 2 autres sont quand même plutôt fortes. Disappearing Act. Là, on va rouler 3 dés. Pour chaque 4+, on va pouvoir choisir une unité ennemie sur le champ de bataille qui n'a pas été renforcée. Et on va lancer un dé. Si on bat la wand caractéristique, la caractéristique de blessure de l'unité, l'adversaire est obligé de placer cette unité-là en réserve et va être obligé de la déployer entièrement dans son territoire, à 9 pouces de nous, de son adversaire, à la fin de sa première phase de mouvement. Donc, on voit que ça va être vraiment bon pour cibler, par exemple, des unités qui sont des cordons, des écrans, pour retirer. On peut même s'essayer, par exemple, sur un sorcier qui aurait 4 ou 5 points de vie. Si on roule un 5 ou un 6, il perd sa première phase de magie, ou des personnages qui donnent des buffs, etc. Donc, on peut finalement là, vraiment nuire à l'adversaire. Il y a aussi toutes sortes de situations où l'adversaire, avec des petites unités, pourrait venir au tour 1, juste aller clincher, comme on dit, aller toucher des objectifs, prendre le contrôle des objectifs au tour 1. Si on lui envoie 1 ou 2 de ces unités-là en réserve, bien, ça y est, il vient de ne pas pouvoir aller chercher les objectifs au tour 1, puis donc de perdre des précieux points, ou peut-être pas être capable de faire une battle tactique. Il avait prévu faire courir 3 unités, on a enlevé une des unités qui avait prévu faire courir pour aller chercher la fameuse battle tactique où on fait courir 3 unités. Donc, vraiment, là, ça peut vraiment être très, très dérangeant. Malheureusement, c'est très aléatoire. Le nombre d'unités qu'on va pouvoir viser, c'est sur des 4+, on roule 3D, puis ensuite, il faut battre la caractéristique de blessure. Donc, c'est un petit peu plus limité. C'est très, très aléatoire, mais ça peut être très bon. Et le dernier, c'est Covered in Mud, donc couvert de boue. Donc, on va rouler encore une fois 3D. Pour chaque 4+, cette fois-ci, on va pouvoir cibler une de nos unités qui n'est ni un héros ni un monstre. Puis, ces unités-là, pour toute la partie, vont compter comme étant invisibles à l'ennemi si elles sont en couvert. Donc, en cover sur une pièce de terrain. Donc, automatiquement, on voit les Cruel Boys, d'ailleurs, vont avoir des unités de tireurs qui sont très bonnes. Donc, ça va nous permettre, par exemple, de cacher nos arbalétiers ou nos balistes sur des pièces de terrain. Elles sont en couvert, donc l'ennemi ne peut pas les tirer, ne peut pas les cibler avec de la magie parce qu'il ne les voit pas. Donc, des très belles habiletés pour s'adapter aussi à l'adversaire. Oui, ben, je pense, comme tu l'as mentionné, encore une fois, une règle très, très fluff. Ça va vraiment chercher la base et la racine de ce que sont les Cruel Boys. Et
ce que j'adore, la plupart des habilités qui sont pré-parties se font toujours avant de choisir qui a le premier tour. Et même, donc, parfois, on n'a pas l'option de s'adapter à la situation de la bataille. Là, on peut le faire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment différentes possibilités qui sont super intéressantes. Personnellement, The Spearing Act, oui, il y a le côté aléatoire de ça va être 0 à 3 unités, donc je peux mal rouler, je peux bien rouler, mais juste avoir la chance de dire ben, ton petit héros qui fait son sort vraiment important pour ta synergie, un petit King Priest par exemple, ben, tu l'enlèves soudainement, ça fait que ton paquet de sking, de 30 sking, est peut-être un petit peu moins intéressant. Ça peut casser des synergies et ce, gratuitement. Donc, moi, pour ces détails-là, là, j'embarque. Covered in Mud, tu l'as bien mentionné pour les tireurs, principalement les petites unités de tireurs qui peuvent très bien se placer en couvert facilement. Et effectivement, là, le tout premier, justement, qui aussi a son importance pour le moins pour se faire blesser. Donc, encore une fois, je joue une armée contre une armée qui a Alpha Strike. Je peux prendre la première option dont le nom m'échappe. Là. Je ne vois pas sur le document. Ou si justement, j'ai une armée qui est basée beaucoup sur la synergie des petits héros Noisy Racket. Merci, les gars. Donc, une synergie qui est basée sur des petits héros à 4 à 5 points de vie. Ben, je vais prendre une chance. Je ne l'aurais peut-être pas, les chances sont contre moi, mais advenant le cas où je réussis à retirer un héros de la table comme ça peut vraiment briser des synergies. Donc, all in all, très, très belle règle d'allégeance. Vraiment intéressant, très, très fit dans le fluff. Chapeau. On passe maintenant aux common traits. On a 3 common traits. Est-ce qu'il y en a particulièrement là, qui ont sorti du lot, qui sont vraiment intéressants pour toi, Yann? Oui, puis d'ailleurs, on note un changement avant quand on choisissait une sous-faction, un Stormhost par exemple, ou un Temple, Daughters of Cain, ça venait avec un trait de commandement qu'on était obligé de prendre, un artefact qu'on était obligé de prendre. Donc là, il n'y a pas ça. Les sous-factions ne viennent pas avec des choix obligatoires et le nombre de traits de commandement d'items magiques a été réduit aussi. Donc, pour les Crawl Boys, on a le choix entre 3 traits de commandement. Les 3 sont intéressants. Le premier, c'est que notre général peut se replier et charger le même tour. Donc, ça donne une belle mobilité. Ça va être plutôt intéressant. Donc, on va pouvoir. On a aussi des généraux là, qui sont quand même assez. Qui peuvent être des bons combattants, là, notamment celui qui est sur le monstre des marais, dont j'ai oublié le nom. Le deuxième, en fait, c'est il permet en fait au début du premier tour, en fait, après le déploiement, de redéployer une de nos unités n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Donc ça, je pense que c'est une habilité qui est excellente. Ça nous permet, par exemple, on sait qu'une partie de la létalité des Crawl Boys dans les listes compétitives va venir des tireurs. Donc, souvent, l'adversaire va vouloir se déployer pour être hors de portée de nos tireurs. Donc, ça nous permettrait de redéployer une unité de tireur pour être capable d'aller cibler la cible prioritaire qu'on voudrait avoir au premier tour. Donc, ou alors, si on a fait une erreur de déploiement, par exemple, on a mal jugé le déploiement de l'adversaire, finalement, il est en bonne position pour nous faire un alpha strike sur une unité importante. Oups, on la redéplace ailleurs, hors de portée, hors de danger. Donc, vraiment, c'est une belle habileté qui va pouvoir avoir toutes sortes d'applications. Je ne pense pas qu'on va s'en servir beaucoup pour faire du Alpha Strike. Je ne pense pas que les Cruel Boys soient une grosse armée d'Alpha Strike, quoi qu'il y ait un moyen, en combinant différentes habiletés, sorts, etc., là, de faire une charge avec 3 unités, en fait 3 monstres au tour 1. Mais je ne pense pas que ce soit le gameplay, le style de jeu qui va être prioritaire avec les Cruel Boys. Sinon, le dernier, lui, permet de rediriger les blessures sur une unité amie là, qui serait à 3 pouces de notre général. Donc, c'est un petit côté garde du corps si on veut donner un peu plus de tankiness, d'endurance à notre général. Donc, trois beaux traits de commandement. Là, on va, selon notre stratégie, on va choisir un ou l'autre. Oui, exact. Je regarde Slippery Scumbag, par exemple, Retreat and Charge, ça jumelle très, très bien, par exemple, avec la WAD des Cruel Boys. Donc, être capable, par exemple, de vraiment placer le général où est-ce qu'on veut pour déclencher son habilité,
retraite et charge, c'est toujours, toujours, toujours bon. Il n'y a aucune lacune, aucune faiblesse dans cette règle-là. Et donc, Super Sneaky, justement, la règle que tu l'as mentionné, c'est pas pour nécessairement un monstre dans ta face, merci, bonsoir, mais l'unité de tireur, encore une fois, qui va très bien synergiser avec Covered in Mud, où est-ce que je peux les placer dans un endroit très, très bien défendu, les rendre difficilement accessibles pour certaines armées, pour vraiment bien cibler le modèle que je veux éliminer. Donc, je pense, encore une fois, on a des très, très belles options. Puis, je vais mettre un petit commentaire sur ce que tu mentionnais, Yann, en début de segment, en disant ben, les sous-factions ont perdu leur trait de commandement obligatoire. Ben, en fait, on va le voir plus tard, mais les sous-factions ont été vraiment épurées. Et ça semble être la norme si on compare aussi au Battletome Stormcast. Et donc, ce que j'aime, c'est qu'on a beaucoup épuré les ajouts qu'on fait, ne serait-ce que par les règles gagnées par les Core Battalions, ne serait-ce que par les sous-factions qu'on va prendre, un nombre limité d'artefacts ou de traits de commandement. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment focuser sur les War Scrolls et les synergies plutôt que bâtir une liste autour de sous-factions puis d'autres règles qui sont difficiles à fixer, en fait, la valeur en points des unités. Parce qu'on peut avoir une unité qui, dans une sous-faction, est très, très ordinaire, mais dès qu'on est dans une autre sous-faction avec d'autres, ça devient une grosse unité. Donc, comment on peut balancer les points d'une unité qui a des performances très inégales d'une sous-faction à une autre? Fait que je pense que c'est une tentative tout à fait réfléchie de la part de Games Workshop d'offrir justement donc le moins de couches de règles possibles qui vont venir altérer drastiquement les unités. Donc, je pense que c'est un bel effort, puis j'aime comment c'est fait. Tout à fait. Ils ont bien épuré les choses sans qu'on perde du plaisir de jeu Ouais, et de la profondeur tactique. tout à fait. En fait, ça vient d'ouvrir aussi plus de possibilités quand on fait nos listes parce que, bon, on sait que dans certains Battletomes, il y avait des sous-factions tellement fortes que par défaut, c'était elles qu'on prenait. Donc, tout le monde jouait le même trait de commandement, le même artefact, etc. Là, ben, on va pouvoir jouer des sous-factions différentes ou tout le monde la même sous-faction s'il y en a une qui est plus forte, mais on va choisir des artefacts différents, des traits de commandement différents, etc. Fait que ça va faire des listes qui vont être un petit peu plus variées. On va plus pouvoir les personnaliser, nos listes. Moi, je trouve que c'est juste du bon. Là. Ouais. Alors, d'ailleurs, on passe à une autre possibilité de personnalisation de listes, les artefacts qu'on va mettre à nos héros. Il y en a quelques-uns, des artefacts. On a 4 artefacts différents. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann? Le meilleur artefact pour les Cruel Boys, ça va être l'Amulet of Destiny. On Comme va pour aller plusieurs mettre, factions. oui, on va aller mettre la protection de 5+ sur notre Snatch à Boss sur le Slumdrek, ou en tout cas. Non, c'est ça. Les artefacts Cruel Boys sont corrects, mais pas excellents. Bon, il y en a un qui permet, si on est chanceux, de donner -1 to hit à un adversaire, peut-être pour toute la partie, mais sur un 5 ou un 6, donc c'est très aléatoire. Il y en a un autre qui permet de donner une protection de 5+ à toutes les unités entièrement à 12 pouces du général pendant une phase de tir. Donc, OK, si on pense affronter beaucoup de tirs dans l'autre est quand même intéressante. Une fois par bataille, on choisit un ennemi au début de la phase de combat, on choisit un monstre ennemi à 3 pouces, on roule un dé sur un 1, il ne se passe rien, donc encore un autre artefact qui peut ne pas servir de la partie. Mais sur un 2 à 5, le monstre subit des 6 blessures mortelles et sur un 6, c'est 2 des 6 blessures mortelles. Dans le méta actuel, il y a beaucoup de monstres. Les Cruel Boys produisent beaucoup de blessures mortelles. On va chercher encore plus de blessures mortelles avec ça. Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il faut amener notre général en combat contre un monstre adverse. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire ça? Pas tout le temps. On n'a pas les plus gros monstres du jeu, là, du tout. Enfin, en fait, les monstres, on va vouloir les gérer avec notre tir chez les Cruel Boys. Finalement, le dernier, en fait, c'est un artefact, encore une fois, qui est une fois par bataille. Là, c'est à la fin de la phase de charge. On va pouvoir cibler une unité à 6 pouces puis faire des blessures mortelles là, en roulant un dé par modèle. Donc, encore, il faut jouer contre des grosses unités pour que ce soit vraiment utile. Il faut se faire... il faut se faire charger parce qu'il faut que l'unité ennemie finisse un mouvement de charge à 6 pouces du porteur de l'artefact. Donc, encore une fois, pas excellent. Donc, on n'a pas accès à des artefacts qui sont très, très bons en Cruel Boys. On va aller chercher l'Amulet of Destiny, puis probablement
compte tenu de la manière dont l'armée fonctionne, on va peut-être utiliser nos bataillons pour aller chercher un point de commandement supplémentaire, pour aller chercher, diminuer notre nombre de pauses. Je ne favoriserais pas d'aller chercher nécessairement un deuxième artefact, d'autant plus que nos personnages intéressants, au moins un qu'on va vouloir jouer est un personnage nommé. Ouais, donc effectivement, les artefacts, il n'y a rien qui saute aux yeux, mais en même temps, il n'y a rien qui est entièrement mauvais non plus. Donc, je pense que c'est intéressant, encore une fois, que les artefacts ne soient pas nécessairement des no-brainers puis des items qui vont altérer grandement la bataille au point qu'on se dit, ben, pourquoi ne pas prendre celui-là? Donc, ouais, je trouve ça intéressant, ces petits artefacts-là. Alors, on passe maintenant à la deuxième faction des Auric Warclans, les Iron Jazz. Alors, on va avoir encore une série de battle threats différents. On va avoir d'abord 3 sous-factions qu'on va pouvoir choisir, dont on parlera tout à l'heure. Et on a une WAG comme pour les Kruleboyz. Qu'est-ce que tu as pensé de la WAG des Iron Jazz? Elle est super forte et super fluff. Une fois par bataille, on a +1 à la charge et +1 de rend sur toute l'armée. Donc, on charge, puis +1 de perforation, c'est monstrueusement fort. Et ça va être monstrueusement fort. Ben, très simple, je pense que ça fait très bien avec l'armée. Brutale, mais cunning, donc chapeau. Oui, on va le voir tantôt aussi, là, rajouter du rend sur ces unités-là. Ça va cogner. Ouais. Ensuite, on a un command trait, une command ability, en fait, pour les Iron Jack qui s'appelle les Mighty Destroyers. Qui est super bonne. Et là, on entre dans la profondeur tactique des Iron Jaws. Leur profondeur tactique va venir des trucs de mouvement. Cette armée-là va énormément récompenser les gens qui sont capables de bien penser leurs mouvements et bien utiliser les mouvements. La commande d'habilité, en fait, elle a très peu changé par rapport à avant. On peut encore, l'unité ciblée, donc, va soit pouvoir faire un mouvement, tenter une charge, ou faire un pile-in en phase de héros, mais elle ne peut pas attaquer si elle pile-in en phase de héros. Donc, ce n'est pas une attaque en phase de héros, c'est juste un pile-in. On voit que c'est monstrueusement bon. Encore une fois, du mouvement gratuit en phase de héros, ça ajoute énormément de mobilité à l'armée. C'est super. Après ça, le fait de pouvoir tenter une charge en phase de héros, ça permet de contourner Unleash Hell. Donc, on ne peut pas faire de Unleash Hell si on se fait charger en phase de héros. Même chose pour le mouvement. Tu ne peux pas faire de redéploiement si l'adversaire bouge proche de toi en phase de héros. On peut juste le faire à la fin de la phase de mouvement. Donc, ça permet, ce qu'on disait en introduction, de jouer, de répondre en fait aux habiletés de commandement de la V3. Puis le pile-in, ben, c'est toujours bon. Là, ça permet d'apporter plus de modèles en combat, amener plus de modèles sur un objectif, ainsi de suite. J'ai toujours dit, hein, ouais, c'est un jeu de mouvement. Donc, toutes les habiletés qui nous permettent de jouer avec ça, c'est toujours du bonbon. My Destroyer, très, très bon. Puis surtout quand on combine avec les capacités, on va voir plus tard là, des Warboss là, à le faire sur plusieurs unités. Ça fait que l'armée, soudainement, est très mobile et très, très dangereuse. Donc, oui, thumbs up. On a ensuite une autre règle d'allégeance, le smashing and bashing. Oui, ben en fait, si une unité Iron Jaw s'est battue puis elle a détruit une unité, on peut choisir une autre unité d'Iron Jaw qui est en combat puis la faire attaquer immédiatement. Donc, c'est un effet boule de neige. Tu détruis une unité, tu attaques encore à ton tour et ainsi de suite. C'est intéressant, ça va amener des choix. Hein. Des fois, on va se dire, est-ce que je suis capable de détruire cette unité-là ce tour-ci ou pas? Hein? Va falloir bien planifier pour pouvoir bénéficier de l'habilité, mais c'est encore une fois super bon. D'où le brutal but cunning. Donc, ça, c'est l'aspect réfléchir, bien choisir ses combats, bien choisir ses charges. On peut être donc un joueur Auric Iron Jaws qui va justement bien préparer ses coups, bien charger, va être récompensé. J'adore. On a ensuite des common traits. On en a 3 pour les Megaboss et on en a 2 pour les Wizards. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de ceux des Megaboss? Il y en a 2 que je trouve qui sont vraiment bonnes. La première, Mega Bossy, ça va permettre au général d'utiliser la commande Mighty Destroyers dont on vient de parler, donc celle qui permet de bouger en phase de héros, même si un autre modèle l'a utilisé dans la même phase. Donc là, on a finalement la capacité d'augmenter énormément le mouvement de notre armée, sachant, comme Alex l'a dit, qu'on a des généraux qui vont pouvoir cibler plusieurs unités. Fait que rapidement, on pourrait faire le Mighty Destroyers à 5
unités facilement, même voire 6 peut-être si on joue deux pommes de chou, là, deux Makrashas dans l'armée. Donc, ça donne une mobilité incroyable, cette command d'ability-là. L'autre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est celle qui fait que quand le général va caler la WAG, donc le +1 de charge et le +1 de rend, bien, on va pouvoir aussi relancer la charge pour toutes les unités amies entièrement à 12 pouces. Donc, on a +1 de charge, on relance. Ton Makrasha va rentrer dans le tas, assurément, avec du rend -3, ça va être violent. Puis probablement avec +3 damage, on va le voir tantôt. Exact. J'aime le fait que Games Workshop rend hommage à ma femme avec le thème de Méga Bossy. Donc, essentiellement, vraiment, encore une fois, ça vient chercher toutes les notions de l'armée. Des très, très bons choix. Est-ce que ta femme écoute nos vidéos? Malheureusement, non. Je lui enverrai l'extrait. Donc, On passe au trait de commandement pour les Wizards. Si tu choisis que c'est un Wizard, ton général, tu pourrais décider de leur donner un de ces deux traits-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? ouais, ben, il y en a un qui permet de connaître un sort de plus. Bon, c'est correct. L'autre, en fait, va permettre au Wizard de choisir une unité à 6 pouces, qui peut être lui, une unité amie ou une unité ennemie, puis lui faire subir D3 blessures mortelles, et il va ajouter le nombre de blessures mortelles causées à son jet de lancement de sort. Donc, lui, je l'aime particulièrement. Ça permet d'augmenter, donc de fidéliser le lancement de sort en faisant des blessures mortelles. C'est sûr que nos magiciens, là, nos sorciers, on ne voudra pas les apporter à 6 pouces de l'ennemi en général. On va vouloir les protéger un peu. Mais bon, pourquoi pas si on a des sorts qu'on veut vraiment passer. Puis on va voir qu'il y a quand même des bons sorts chez Iron Jaws. Intéressant, mais j'aime mieux fidéliser mes charges avec un Makrasha que fidéliser mon spell. Donc, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on va tomber beaucoup dans les command traits pour les sorciers avec cette armée-là. Ensuite, des artefacts pour les Ironja. Encore une fois, on a 3 artefacts. Est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux des Cruel Boys? Assurément. Ben, Destroyers. Tu prends Destroyers, c'est celui qui est au milieu. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, tu vas ajouter 3 à la caractéristique de dommage de l'arme du général. Sachant que les généraux Iron Jaws ont 8 ou 9 attaques, 3+, -1, qui peut être -2, et déjà 2 de dommages, on passe à 5. Fait que là, on a un Makrasha ou un Big Boss là, qui arrive et qui a 8 ou 9 attaques à dégâts 5. Il va détruire n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment très, très, très bon. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas ça. Non, puis on ajoute avec ça la WAG, relancer les charges pour fidéliser le fait que le tour qu'on veut, il puisse se rendre avec le trait de commandement. Et on va ajouter également avec ça le rend de -1. Soudainement, on a une machine brutale pour éliminer pratiquement n'importe quelle menace. Rendu là, tu n'as plus besoin d'être usé. C'est juste brutal. La ruse, tu l'as faite quand tu as fait ta liste d'armée. La brutalité, tu l'as fait quand tu joues. Et voilà. Super, ça va être terrifiant, un Makrasher, avec toutes ces habiletés-là qui vont s'additionner dessus. Il était déjà terrifiant en V2, là, ça va être horrible. En fait, le Makrasha est devenu une des pièces les plus létales. Oh oui, ça va être un auto-include. Excellent, la pièce est belle, elle est fun. Ensuite, on passe aux Bone Splitters qui ont été un peu les laissés pour compte de ce Battle Tom-là. Ils sont un petit peu moins, en tout cas, les commentaires que j'ai lus, que j'ai entendus, sont un petit peu moins appréciés que les 2 autres factions. Faction qui est un peu plus vieille aussi dans ses modèles. Alors, encore une fois, on va avoir 3 sous-factions qu'on va pouvoir choisir et on a des habiletés qui vont s'appliquer à toute l'armée. Premièrement, des Warpaint. Oui, le Warpaint qui revient, en fait, c'est toute l'armée a une protection à 6+. Bon. Mais ils n'ont à peu près pas de sauvegarde, fait qu'ils vont quand même mourir vite. Qu'as-tu pensé de la WAG des Bone Splitters? Ben, en fait, elle donne un peu de résistance. Hein. C'est une fois par bataille. Pour une phase de combat, en fait, on va avoir un 4+ plutôt qu'un 6+ sur toute l'armée. Donc, il y a un tour de combat où là, on va vraiment être tanky. Est-ce que ça va être suffisant pour amener cette armée-là à un niveau compétitif? Non. Mais bien synchronisé, ça va être le tour où les Iron Jaws nous rentrent dedans avec du rend -1, -3, puis des damages, puis tout ça, on va survivre avec le Ward. Oui, en fait, on peut pas dire non à un Army-wide 4+ Ward. C'est très, très bon. Il ne faut pas se cacher. Mais oui, c'est un 4+ Ward, mais le reste autour n'est pas nécessairement ce qui est le plus pertinent. Donc, la règle est super. J'ai rien contre la règle. Mais la sous-faction en général, comme tu l'as mentionné, tu as un peu les laissés pour compte.
Donc voilà. Ensuite, Spirit of Gorka Morka. Oui, en fait, c'est que nos unités de 5 modèles et plus vont avoir les Exploding 6, les 6 explosifs. Donc, un 6 non modifié de touche va faire deux touches. C'est correct, c'est vraiment pas aussi bon que faire une blessure mortelle comme chez les Cool Boys, mais ça se prend. C'est correct. C'est pas wow. C'est bien, c'est intéressant, mais c'est ça. C'est le catéchisme du meurtre sur toute ton armée. Oui, exact. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement les attaques qui ont beaucoup de rends, c'est pas les attaques qui blessent sur des bons jets, donc c'est pas aussi bon que ton catéchisme du meurtre. Absolument. On a là, par exemple, une dernière habileté qui est intéressante, Tireless Trackers. Il me semble que là, il y a quelque chose de stratégique à faire avec cette habileté-là. Oui. Les Bone Splitters en V2 avaient deux grandes qualités. La première, qui était fluff, c'est-à-dire que c'était des chasseurs de monstres et c'était une armée qui pouvait bouger rapidement. Et là, donc, puis qu'il y avait de la magie aussi. Là, ils ont vraiment perdu leur saveur chasseur de monstres, ce qui est vraiment désolant parce qu'on joue en Gur cette saison-ci, mais ils ont gardé quand même la capacité de bouger. Ils n'auront pas les mêmes tricks de mouvement que les Iron Jaws, mais quand même, donc là, au début, après le déploiement, avant le premier Battle Round, on peut bouger toutes nos unités, en fait, la moitié de nos unités, pardon, en arrondissant vers le haut là, de 5 pouces, et on va voir qu'on peut amener ce mouvement-là à 8 pouces aussi. Donc, ça permet de rapidement aller sur les objectifs, rapidement charger l'adversaire si on le veut. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est bon. Ben, tu l'as mentionné, en soi, c'est pas des mauvaises règles, c'est bien. C'est juste que c'est pas tout à fait la même saveur. Puis, tu sais, enfin, on dit, hey, un monde de monstres, hey, parfait, les bons splitters. Non. Donc, ça, c'est pas tant les règles qu'ils ont que celles qui n'ont plus. Je pense qu'ils déçoivent beaucoup de joueurs Bone Splitters à ce niveau-là. Ben moi qui regarde ça, par exemple, je vois quand même, c'est des bonnes habiletés. Je pense qu'il y a aussi le facteur que peut-être que les Warscroll des Bone Splitters ne sont pas à la hauteur. On met ces mêmes habiletés-là, une ward de 4+, sur tous les modèles, Army Ward pendant un tour, sur des Stormcast qui auraient 3+ de sauvegarde d'armure. Soudainement, ça devient une habileté qui est ridiculement forte. Fait que c'est peut-être les Warscroll qui sont le problème aussi. On va le voir plus tard. Oui, c'est les Warscroll. Je pense que, puis je peux le dire tout de suite, là, je pense que la seule manière de jouer les Bone Splitters de manière compétitive, c'est que ça va être de mettre un maximum de points de vie sur le jeu. Je pense qu'on peut faire des listes avec presque 200 points de vie sur le jeu. Là, tu as un tour où tu es à 4+, tu peux, avec ton mouvement de 8 pouces au premier tour, aller t'asseoir rapidement sur les objectifs. Donc, je pense que ça va être essayer de pas te faire tabler avant que l'adversaire, te faire tabler suffisamment tard en partie pour que tu aies une avance insurmontable sur les points. C'est ça. Ouais. OK. On regarde quand même les common traits. Est-ce qu'il y a, on peut avoir des common traits pour les Savage Big Boss ou des common traits, encore une fois, pour les Wizards. Qu'as-tu pensé de ceux sur les Big Boss? Je pense qu'on va prendre tout le temps Great Hunter. Le Great Hunter, c'est celui qui permet de faire en sorte que le mouvement de Tireless Tracker va être de 8 pouces plutôt que de 5 pouces. Parce que les autres sont juste pas suffisamment significatifs. Là, par exemple, on a Monster Killer. Donc, ton général a un double pile-in. Un double pile-in et attaque s'il est à 3 pouces d'un monstre. Mais les généraux, ils ne cognent pas. Ce pas des Mock Russia, les généraux, Bone Splitter. Fait que ça, c'est pas utile. Ça n'aura pas d'impact, en fait. Ouais, je suis d'accord. Sinon, encore une fois, on peut donner un spell de plus à notre Wizard. Sinon, l'autre est intéressante. En fait, pas tant que ça. Pardon, je me suis trompé avec un artefact, mais ici, en fait, on peut aussi avoir un effet là, que les habiletés de commandement aient une portée de 24 pouces plutôt que 18. Mais... Ben avec le fait que les champions maintenant puissent avoir les habiletés, c'est moins pertinent aujourd'hui. Absolument. Et on passe aux artefacts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot qui a l'air vraiment intéressant? Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Ils ont donné un double pile-in comme trait de commandement alors que les généraux ne sont pas forts. Là, ici, un artefact, une fois par bataille, on peut guérir des 6 Wounds. Ce n'est pas des monstres, les héros Bone Splitters. Donc, guérir des 6 Wounds sur un bonhomme qui a 6 points de vie, ce n'est pas significatif. Donc, je pense qu'on va aller chercher Glowing Tattoos, peut-être, donner une protection de 4+ plutôt que 6+ à notre général pour lui donner de la survie. Sinon, moi, je pense qu'on va aller chercher l'habilité sur notre sorcier, en fait, l'artefact sur notre sorcier qui fait en sorte qu'il va avoir +1 à ses casting, dispelling, unbinding par monstre
à 24 pouces de lui. Donc, un rayon de 24 pouces, c'est quand même grand. On est dans un méta où il y a beaucoup de monstres, donc on va souvent avoir plus 1, plus 2, plus 3 au casting à cause de la présence de monstres. Donc, je pense que c'est ce qui est le meilleur. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Rien qui fait wow, mais en même temps, bon, des petites choses utiles quand même. Mais effectivement, je vois, il n'y a pas de combo de synergie majeure qui sort de ces artefacts-là. Non. Et finalement, on a la possibilité de jouer toutes ces unités-là dans une Big War. On peut les rassembler tous ensemble. Alors, on a la première habilité, Cunning, Brutal and Savage. Dans le fond, ce qu'on va pouvoir utiliser 3 des Battle Threats suivant le Venom Encrusted Weapons, Mighty Destroyer puis Warpaint. D'emblée, on va pouvoir les utiliser pour les bonnes... pour les Cruel Boys, pour les Iron Jaw, l'habileté, etc. Ça, c'est bien. Ensuite, on a l'habileté Here we go, here we go, here we go. J'aime ça. Ils sont très originaux dans leur nom. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette habilité-là? Qu'est-ce que ça fait? Oui, ben en fait, c'est une Heroic Action, en fait, qu'on va pouvoir faire pour faire des points de WAG, en fait. En fonction, lancer un jet de dés en fonction du battle round, on va réussir ou pas pour avoir 3 WAG points. Donc, essentiellement, c'est ça, parce qu'on a encore une fois donc, le système de points de WAG qui va faire que plus on va cumuler des points de WAG, plus on va avoir accès à des habilités. Donc, la présence du général sur le champ de bataille, la présence d'un War Chanter, la présence d'un sorcier Bone Splitters, le fait de faire une charge avec une de nos unités ou d'être en combat à 3 pouces de l'ennemi, c'est tous des éléments qui vont nous donner, nous procurer des points de WAG. Puis ensuite, ben, en fonction du nombre de points, on va avoir des habiletés qui vont être cumulatives. Donc, on va avoir, dans un premier temps, plus un objet de course, ensuite plus un objet de charge, et ainsi de suite. Donc, c'est des habiletés qui sont bonnes. On ajoute plus un to hit, plus un to wound. Donc, c'est vraiment des belles habiletés qui vont augmenter l'efficacité de l'armée. Puis, quand on arrive à 24, on peut choisir de tout dépenser nos points. Donc, on les perd. Mais pendant ce tour-là, en fait, on va avoir plus une attaque à toutes les armes là, de nos Oryx avec les bonus. Fait que là, on a plus une attaque, mais on a aussi plus un au jet de touche, plus un au jet de blessure, et ainsi de suite. Donc, s'il y a une phase qui est déterminante, ça peut nous permettre vraiment là, de gagner le combat ce tour-là. Par contre, on ne voudra pas nécessairement faire ça parce qu'on va le voir plus tard. Une des battle tactics qui est possible, c'est si on a au moins 24 points de WAG au début du tour et qu'on termine le tour avec 30 points de WAG ou plus, on réussit notre tactique de bataille. Donc, on ne voudra pas nécessairement utiliser ça. On va peut-être vouloir faire la tactique de bataille avant de l'utiliser. Moi, ce qui me frappe avec cette règle-là, en fait, puis c'est ce que j'adore, c'est que ça se fait c'est une action héroïque. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'on ajoute encore une mécanique, une nouvelle mécanique de base du jeu. Oups, action héroïque, ça veut dire que j'ai un choix. Donc, j'ai maintenant un dilemme un peu plus grand si je joue Big War parce que ça veut peut-être dire que j'aurais un point de combat de moins. Peut-être que je ne ferais pas Finest Tower. Donc, il y a un choix à faire. Donc, oui, ça apporte quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça nous accélère sur cette table-là, mais ça se fait à un coût. Donc, encore une fois, c'est des décisions tactiques qu'il faut prendre. Et moi, c'est le genre de règle qui n'est pas brisée, qui n'est pas trop forte, mais qui amène de la saveur et qui amène des choix tactiques à faire. J'adore. Vraiment. Ça semble quand même fort, la Big Wa. Est-ce que ça va être encore le cas où ça va être peut-être mieux de jouer nos unités dans la Big Wa que dans leur propre faction? C'est difficile à estimer parce que ce qui est difficile à estimer, c'est l'impact du mélange, par exemple, des tireurs Cool Boys avec la puissance de combat des Iron C'est Jaws. ça. Par contre, on perd les trucs de mouvement des Iron Jaws qui sont Les vraiment... dirty tricks Et les des dirty Cruel tricks. Boys. Pour gagner une fidélisation qui, à certains égards, on peut aller chercher autrement. C'est ce qu'on a vraiment besoin du plus 1 au jet de course, du plus 1 au jet de charge. Si on joue Iron Jaws, on peut déjà aller chercher ces bonus-là autrement, c'est-à-dire le mouvement. À la limite, on n'aura pas besoin de courir parce que les habiletés de commandement vont nous permettre de faire des mouvements en face de héros. Donc, je pense que les Iron Jaws vont être plus forts. Je pense que les Iron Jaws sont la plus forte faction des 4. Donc, Mighty Destroyer sur un Mock Russia, c'est tellement bon, alors que si on joue dans Big One, on perd ça. Je trouve que c'est un prix qui est très cher payé pour perdre, pour les bonus qu'on gagne versus ce qu'on perd.
Excellent. Alors, là, on passe aux Mount Traits. On a des Mount Traits qui sont les mêmes, dans le fond, pour tous les Auric Warclan Heroes. On peut choisir, on pige dans la même table. Qu'est-ce qui ressort du lot dans les Mount Traits? Oui, il y en a des bons, en fait. On va choisir. Ceux que je préfère, c'est le Fast One. Donc, une fois par bataille, un mouvement dans la phase de héros. Donc, ça, c'est super. Sinon, l'autre, c'est quand on fait le stomp, hein, le piétinement, qui est un monstrous rampage. On va faire D6 blessures mortelles plutôt que D3. Donc, ça ajoute un petit peu de létalité, j'aime bien. Un qui est encore mieux, à mon avis, c'est Loud One. Quand on fait l'habilité de rugissement pour empêcher une unité ennemie de recevoir ou de donner une habilité de commandement, mais on peut cibler toutes les unités, en fait, à 3 pouces plutôt que seulement une. Donc, ça, dans certaines situations, ça va être quand même vraiment bien. Sinon, on peut donner une protection contre les blessures mortelles qui viennent de sorts ou de Endless Spell. Et l'autre que j'aime bien, finalement, c'est que si notre monstre n'a pas chargé, l'adversaire a -1 à ses jets de touche. Donc, on a moyen d'aller protéger notre monstre. Je trouve ça intéressant aussi parce que nos monstres sont un peu fragiles, à mon avis. Moi, j'ai de la misère à passer à côté de Fast One. Euh, Ouais. un free, un mouvement gratuit dans la phase de héros, là, une fois par partie, c'est tellement bon. Ça fait que, surtout avec les tables qui sont plus petites maintenant, je pense à un Mark Russia qui peut donc faire, je pense qu'il y a 12 pouces, 14 pouces de mouvement régulier. Par cœur, je ne m'en souviens pas, là, mais faites ça x3 pour un tour. Plus la charge, je veux dire, il peut traverser la table. Et ça, donc, avoir cette. Et là, on peut ajouter par la suite, on peut ajouter avec Destroyer, on peut ajouter avec la WA. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te cacher. Tu peux juste pas te cacher. Donc, pour moi, ça demeure le meilleur choix, juste pour ça. Quand j'ai dit que nos monstres étaient fragiles, je pensais principalement aux Cruel Boys, Oui, 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 oui. évidemment. Mais je pense que ces traits de monture-là sont intéressants. Là, effectivement, le mouvement est très bon. Le moyen to hit en Cruel Boys, on va y penser aussi là, pour protéger notre monstre qui booste les blessures mortelles, assurément. Ouais. Des beaux traits de monture. Mhm. On passe maintenant au spell lore. Alors, Lore of the Swamp, les Cruel Boys, Wizard Only. Donc, ils ont des spell lore différents dépendamment de la faction. Qu'est-ce que tu as pensé du spell lore des Cruel Boys? Ils ont un très, très beau spell lore, encore une fois, qui est des beaux trucs. Bon, ils ont un sort qui va permettre de faire des blessures mortelles et qui va faire davantage de blessures mortelles si l'adversaire a une meilleure sauvegarde d'armure. Donc, bonjour Stormcast à 2 plus de sauvegarde. Un que j'aime particulièrement, c'est le Choking Mist. Donc, on va mettre un point à 24 pouces, jusqu'à 24 pouces là, de portée, et toutes les unités à 6 pouces vont avoir -1 attaque jusqu'à la prochaine Au corps à corps. en combat, attaque de melee weapon. Donc, ça, je pense que c'est une manière, encore une fois, de se protéger. Les Cruel Boys ne sont pas très résistants. Donc, c'est le genre de sort qui va beaucoup nous aider. J'aime bien aussi le sort Sneaky Miasma qui permet de faire un mouvement à un monstre. Donc, une autre manière de bouger en phase de héros. Et finalement, Nasty X, qui a malheureusement une portée seulement de 12 pouces, mais qui va faire en sorte que l'adversaire ciblé ne pourra pas faire de jet de protection. Donc, bonjour Gotrek. Ouais, puis tu sais, tu dis 12 pouces, oui, mais un petit spell portal est si vite arrivé. Donc, il y a quand même moyen, justement, il y a vraiment de quoi à faire avec. Je peux téléporter avec le Dirty Trick, une unité covered in mud après ça, pas avec le trick, mais avec le command trait. Donc, Oui. téléporter une unité pre-game, covered in mud pour la cacher. Je peux faire le spell portal, je peux faire Nasty X sur Gotrek, par exemple, et soudainement, Gotrek devient beaucoup plus vulnérable. Euh, donc, encore une fois, ce que j'aime, c'est pas un combo qui est nécessairement toujours facile à sortir. Ça prend quand même certaines choses. Il faut entre autres réussir 2 castes. Il faut mais encore une fois, ce que j'aime, c'est les options. Et Mais là, il y a une réponse à cette chose-là. surtout avec Amulet of Destiny, qui est beaucoup là dans le Ouais. méta, t'enlèves ça, puis là, ça ouvre le chemin aussi pour nos tireurs qui sont très efficaces contre les monstres. Soudainement, Archaon est peut-être un petit peu moins peur. Absolument. Un petit peu moins.
Ensuite, les Ironja, on a aussi 4 sorts pour les Ironja. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a un sort qui est drôle, mais qui est sur une casting value de 10. C'est essentiellement le sort du boucher chez les Ogres, mais en plus méchant. On fait des 6 blessures mortelles, on lance un dé sur 4+, on refait des 6 blessures mortelles, puis tant que tu lances un 4+, tu refais des 6 blessures mortelles. Donc, c'est un casting value de 10, là, on s'entend que ce n'est pas le sort qu'on va choisir, mais dans une partie amicale, la fois où tu enfiles les 4+, tu peux faire très mal. L'autre qui est vraiment intéressant, c'est The Big Green End of Gork. C'est une version, en fait, un peu amoindrie de la End of Gork qu'ont les Gloomspite Gits. Même si c'est la grosse main, mais la grosse main semble un peu moins habile. En fait, ça permet de choisir une unité entièrement à 12 pouces du sorcier et de la téléporter n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'adversaire. C'est différent parce que chez les gobelins, c'est une portée de 24 pouces. On peut prendre une unité entièrement à 24 pouces. Là, on est à 12. C'est plus limité, mais c'est super fort de téléporter une unité là où on veut. Ouais, puis tu sais, si je me trompe pas, puisque ça se fait dans la phase de héros, on pourrait, exemple, téléporter cette unité-là à 13 pouces d'une unité ennemie. Mighty Destroyer pour justement les Iron Jaws, faire bouger l'unité pour avoir essentiellement un téléporte avec une charge beaucoup plus facile à effectuer plus tard. Ça pourrait être une idée comme ça. Fait que oui, effectivement, ça a toujours été un staple des armées Iron Jaws, un sort de téléporte, c'est normal, avec une armée de corps à corps qui veut aller, et surtout qui a des unités avec beaucoup de blessures, beaucoup de points de vie, donc qui peut encaisser au cas où. Donc, je pense que ça va être encore une fois un staple des armées Iron Jaws. Oui, puis voilà. Donc, puis ils disent que, en fait, ce sort-là ne permet pas de bouger dans la prochaine phase de mouvement, mais il n'y a rien qui dit qu'elle ne peut pas bouger en phase de héros, comme tu l'as souligné. Et voilà. Donc, voilà. C'est excellent. Moi, j'aurais quand même sur le Foot of Gork, là, ça peut faire des jets épiques quand même. Ça peut être drôle, le genre de jet où je t'ai one-shoté Ouais. Archaon avec mon spell. Il y avait une chance sur je ne sais pas combien que ça passe, mais ça a passé cette fois-là. On s'en souvient de ce genre de game-là. Tu m'as déjà passé d'ailleurs Scarbrand avec un Butcher. Ça fait quand même 2-3 ans de ça. Et je m'en souviens encore. Ça nous reste. C'est comme marquant. C'est cool. Ensuite, les Bone Splitters ont aussi leur domaine de sort. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment moins impressionnant. Bon, il y a Gorka Morka's Warcry qui permet de faire en sorte qu'un ennemi va se attaquer à la fin de la phase de combat. Mais c'est pas mal. Sinon, il y a Power of the Werebore, donc une unité entièrement à 24 pouces du Wizard va avoir plus 1 à ses jets de course et de charge. Et va avoir plus 1 à ses jets de touche. Mais elle ne peut pas tirer. Donc, c'est pas mal les deux sorts qui vont être utiles, là, je pense. Ouais, d'accord avec toi. Alors, on va rentrer dans les sous-factions. Les sous-factions, comme vous l'avez dit, ont été vraiment épurées à cette heure. C'est comme chez les Stormcast, on a juste une habileté par sous-faction, puis on peut après ça choisir librement nos artefacts, nos traits de commandement. Alors, quelle est la meilleure sous-faction selon toi chez les Cruel Boys? Je pense que celle qui va être le plus jouée, ça va être les Big Yellers, donc la deuxième, parce qu'en fait, nos tireurs vont avoir 3 pouces de plus de portée. Donc, nos arbalétriers et donc les Bolt Boys et les Kill Bow ont 24 pouces de base. On arrive à 27, ça commence à donner énormément de portée sur la table. Et leur tir en courte portée, quand ils ont bougé à 12 pouces, là, on passe à 15 pouces, donc ça devient vraiment, vraiment intéressant. En plus, nos unités de tir vont pouvoir en fait relancer un jet de touche raté. Donc, ça, c'est très bon aussi. Là. Au premier tour, pendant le premier tour de bataille, là, seulement notre premier tour. Donc, ça va fidéliser nos tirs au tour 1 pour avoir un impact maximum. Donc, ça, c'est bien. J'aime bien aussi Skullbugs pour les listes qui vont jouer plus des monstres plutôt que des tireurs. Si on s'en va un peu plus corps à corps, gros monstres. Là, en fait, à chaque fois qu'une unité ennemie va être choisie pour attaquer, si elle est à 3 pouces d'un Cruel Boys, on va lancer un dé, puis sur un 6+, l'unité va avoir -1 à ses jets de touche. Mais si notre unité, si elle est à 3 pouces d'un de nos monstres, c'est sur un 4+, qu'on va lui donner -1 à ses jets de touche. Donc, ça vient chercher de la protection à nos unités qui sont relativement fragiles. J'aime bien cette sous-faction-là aussi.
En fait, les trois ont quand même un effet intéressant. Tu sais, je pense que c'est les Grinning Blades, la troisième que tu n'as pas abordée, donc qui ne sont pas visibles au-delà de 12 pouces lors de la première ronde de bataille, peut être intéressant, mais ça reste que c'est contre une certaine minorité d'armées. Ce pas toutes les armées. C'est sûr que si on sait d'avance qu'on joue contre un Ouais. joueur Caradron, contre un. Bon, peut-être, mais sinon, effectivement, la plupart des armées étant davantage axées sur le combat, c'est peut-être moins pertinent, mais je suis d'accord avec toi que Big Yellers va avoir son mot à dire. Puis parce qu'en fait, l'habilité principale, donc la portée, est toujours active. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est pas mal cette sous-faction qu'on va voir le plus. Et ce que j'aime, c'est que les sous-factions, encore une fois, ont été épurées. Donc, on peut prendre une sous-faction sans être contraint de prendre un trait de commandement, un artefact de pouvoir ou quoi que ce soit. On passe maintenant au Ironja. Encore une fois, 3 sous-factions. Laquelle a attiré ton attention? Moi, ma préférée, c'est Datchapa, donc celle à l'extrême droite. En fait, ce que ça va faire, c'est que quand le War Chanter va utiliser son habilité Violent Fury, qui est excellente, on va le voir tantôt quand on va regarder son War Scroll, donc quand il va utiliser cette habilité-là, il va pouvoir cibler 3 unités de brutes ou de hard boys plutôt qu'une. Donc ça va, à mon avis, là, ça va être excellent parce que pour moi, le War Chanter, c'est une unité qu'il faut jouer, probablement 2 dans la liste là, de base. Donc, j'irai maximiser l'effet de mes War Chanters pour augmenter la létalité de mes unités. Ouais, ben moi, en tout cas, c'est les Iron Sons qui attire mon attention, notamment parce que, tu sais, tout ce qui est trucs de mouvement, tout ce qui est habileté additionnelle, tu sais, on peut justement quelque part protéger des objectifs, entre autres avec ça. Bon, ben, je me fais charger mon unité qui tient l'objectif. Oh, je peux contrecharger et amener plus de modèles sur l'objectif. Donc, ça, je pense que ça amène son lot. Datchopas, effectivement, aussi, c'est une très, très bonne sous-faction avec les War Chanters qui sont des mosses, comme tu as mentionné. Donc, encore une fois, rien de trop brisé, mais des aptitudes additionnelles qu'on peut avoir pour les sous-factions. Puis pour ceux qui avaient 18 cochons de pain, paniquez pas, Bloodtooth permet de les jouer en ligne, en battle line. Yes. Donc, Excellent. Et on passe à la dernière faction, les Bone Splitters. Eux aussi ont 3 sous-factions. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? moi, c'est Dragfoot qui a vraiment attiré Mhm. mon attention. En fait, les jets de protection, l'adversaire ne peut pas faire de jets de protection contre les blessures ou blessures mortelles que nos unités Dragfoot leur font. Donc, on annule le ward save adverse. C'est hyper bon, à mon avis, dans le méta. La plupart des gros méchants comme Archeon, Nagash, Gotrek ou l'amulette of Destiny donnent des ward save, ont des ward save. Là, ben, on les ignore complètement. Je pense que c'est anti-méta. Très, très bon. Ouais, c'est juste dommage que le reste de l'armée soit pas tant anti-méta, là, mais effectivement, donc avec oui, contre des armées qui utilisent abondamment les ward save, tu sais, oui, ça peut être très bon, mais encore une fois, si on regarde dans l'optique d'avoir une seule, on a une partie, puis on se prépare contre cet adversaire-là, c'est bien, mais dans une optique de tournoi où est-ce qu'on affronte à l'aveuglette des armées, ben Dragfoot, OK, ben, peut-être qu'une partie ou deux, ça va être super bénéfique. Tu sais, Archaon, en fait, je pense pas qu'il y ait tant de blessures mortelles que ça dans les Bone Splitters. Donc, Archaon, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Non. Donc, oui, ça peut être bien, mais encore là, c'est ça. Ça reste les Bone Splitters. Le problème, c'est la faction. C'est pas les sous-factions, c'est la faction. Mais oui, à choisir entre les trois, moi aussi, j'irais vers Dragfoot. Sauf si tu as 60 Arrow Boys de pain. Là, on va peut-être prendre les Bone Grinds pour avoir plus une attaque aux armes de tir de nos orques. Yep. On passe maintenant au Grand Strategy. Est-ce que la tendance se maintient? Parce que pour l'instant, toutes les factions qui ont eu des Grand Strategy de la Battle Tactique, il n'y a rien de très, très fort là-dedans là, qui vient briser le méta. Est-ce que c'est la même chose pour les Auric Warclands? Écoutez, j'en parle même pas On en a 4, une par sous-faction. Il n'y en a aucune qui, à mon avis, est meilleure que ce qu'on peut choisir dans celles qui sont dans le General's Handbook. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand on va avoir le prochain manuel général. Dans une prochaine saison, les grandes stratégies vont changer. Peut-être qu'à ce moment-là, les grandes stratégies qui sont dans les livres d'armée pourraient parfois être plus intéressantes, mais pour l'instant, non. Donc, il n'y a rien qui a retenu mon attention. C'est la même chose pour les Battle Tactiques?
En fait, là, ça ouvre des options parce que les battles tactiques, il y en a seulement 8. Des fois, on a des contraintes qui font qu'on ne peut pas les prendre. Donc là, ça, c'est vraiment intéressant d'en avoir plus, donc plus d'options. J'aime bien, par exemple, si on joue Kragnos, on a la battle tactique Destroyer of Empires. On choisit un terrain de faction qui est sur le champ de bataille, puis il faut le détruire. Donc, on sait que Kragnos peut détruire des pièces de terrain. C'est sûr que c'est conditionnel à ce que l'adversaire ait un terrain de faction, mais pourquoi pas? Puis il y a des fois aussi où on va peut-être souhaiter le détruire en passant parce que la pièce de terrain est désagréable. Sinon, celle des Cruel Boys, je pense qu'elle va être assez régulièrement faisable. Il faut, au cours du tour, faire au moins 10 blessures mortelles à l'adversaire et que lui nous fasse moins de 10 blessures ou blessures mortelles. En fait, nous, il faut faire 10 blessures ou blessures mortelles. Donc, je pense que comme on a un assez bon tir, tôt en combat ou quand on n'est pas trop engagé en combat, on va être capable de peut-être faire 10 blessures à l'adversaire sans qu'il nous en fasse 10, assurément. Là. Donc, il faut choisir à quel moment, mais ça va se faire. Non, puis juste pour le nom Take That, il y a Suckers, je pense que tu n'as pas le choix de la faire. Tu as une obligation morale en tant que joueur Oui. Cruel Boys de la faire au moins une fois par partie. Là, Take juste pour That, dire le nom. Suckers, oui, c'est Ben, tu n'as absolument. pas le choix. Là. C'est parfait. Il y a aussi Squish de Puny Gits qui est pas si mal. C'est les Iron Jaws, en fait. C'est que si l'adversaire a une battle line sur le champ de bataille, il faut qu'il y ait au moins une battle line sur le champ de bataille. À la fin du tour, il faut qu'il n'y ait plus de battle line. Donc, s'il reste une battle line, tu es sûr de la détruire. Donc, c'est assez facile d'aller chercher ça. Et tu as déjà fait Broken Ranks. Donc, là, tu peux Voilà. avoir ta deuxième. C'est ça. Tu fais Broken Ranks en premier quand l'autre a toutes ses battle lines. Puis dans un deuxième temps, quand il en reste juste une, puis tu es sûr de la détruire, tu fais l'autre. Donc, c'est très bien. Voilà. Ouais. On a maintenant des Core Battalions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient l'attention dans ces bataillons-là? Ben, oui, c'est bien. On verra. Je n'ai pas fait l'exercice de voir ce que ça donnait les listes dans toutes les factions, mais ça arrive des fois qu'on veut aller chercher, qu'il nous reste des unités de lousse qui ne rentrent pas dans un bataillon. Ici, ça ouvre des nouvelles options. On remarque par exemple que pour les Iron Jaws, on n'a pas besoin de héros dans ce bataillon-là pour aller chercher un all-out attaque gratuitement. Les Cold Boys, c'est assez facile aussi d'aller chercher ce bataillon-là. Ça donne un point de commandement. Tantôt, je disais qu'avec les Cold Boys, c'est peut-être pas tant un enhancement de plus qu'on va vouloir, tellement que des CP ou des trucs comme ça. Donc là, on va pas aller le chercher. Donc, ça ouvre des options. C'est bien. Oui, puis la tendance se poursuit, en fait, là, si on suffit à ce qu'on avait vu là, dans les White Dwarfs pour Slaves to Darkness, pour les Sons of Behemoth, donc de donner d'autres organisations d'armées, mais sans donner des bonus autres que ceux qui sont déjà dans le Core Book ou dans le General's Handbook. Donc, on garde les mêmes règles, là, Unified, Expert, Magnificent, Slayer, ces choses-là. Donc, j'aime le fait qu'on garde les mêmes habiletés. On ne tombe pas dans le piège de revenir sur les Warscroll bataillons, d'avoir des habiletés qui sont différentes, qui ouvrent encore plus de portes. Donc, j'aime le fait qu'il y ait d'autres options, mais sans nécessairement offrir d'autres règles. Donc, moi, à date, j'aime la façon dont les core battles ont été faits. Absolument. Et enfin, on rentre dans le corps, le centre, le cœur du Battle Tome, les War Scrolls. On a plusieurs War Scrolls parce qu'on a plusieurs factions rassemblées en une. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence par Kragnos, The End of Empires. On passe très rapidement parce que le War Scroll n'a pas changé depuis sa sortie. Il y a seulement ces points qui sont passés de 695 à 720. On ne sait pas pourquoi. Je ne pense pas qu'ils valent 720 points. Cela dit, je pense qu'on va peut-être le voir jouer avec les Cruel Boys pour leur donner un peu de punch au corps à corps. Peut-être avec les Bone Splitters par faute de mieux. Mais à 720 points, il est très cher. Très cher, il ne vole pas de ward save. Moi, personnellement, je le mets sur la tablette. Bien d'accord. On le joue pour le plaisir, mais pas dans une liste compétitive. On tombe ensuite au Gopspark, difficile à prononcer. Une pièce que j'ai trouvée magnifique, moi, qui l'ont spoilé, là, un gros vautour avec un chaman dessus, c'est superbe. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette unité-là? C'est un personnage nommé, donc on ne pourra pas lui donner d'artefact ni rien. C'est de Mouth of Mork, alors qu'on a chez Iron Jaws de Fist of Gork. C'est pas une bête de combat, même s'il est capable de faire un peu de dommages. C'est un sorcier qui lance 2 sorts par tour.
La bête fait des blessures mortelles aussi sur les 6, ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les montures. On retient que lorsqu'il dissipe un sort adverse, il fait détroit mortel au sorcier ennemi dont il a dissipé le sort. S'il dissipe 2 sorts par tour, s'il dissipe avec un 10 ou plus, il fait D6 blessures mortelles. Une fois par bataille, il peut choisir de dissiper un sort avec 3 dés. Donc, aller chercher le D6. Donc, les petits sorciers ennemis qui ont un nombre limité de points de vie, il ne faut pas qu'ils se fassent dissiper trop souvent par Gobsprak parce qu'ils vont mourir. Il y a une protection à 6+, donc ça, c'est bien. Et là, son apport aussi va être vraiment tactique. En fait, si je finis avec les sorts, j'oubliais, il connaît tous les sorts aussi, Cruel Boys. Donc, c'est vraiment une boîte à outils, un coffre à outils parce qu'il casse 2 sorts par tour. On l'a vu, les sorts des Cruel Boys sont très bons. Donc, vraiment, je pense qu'il est intéressant. Et il est intéressant aussi pour les habiletés de commandement. Donc, s'il fait l'habilité de commandement Unleash Hell, l'unité à qui il a donné le Unleash Hell n'aura pas le malus de -1 to hit. Et s'il fait l'habilité de redéploiement, on peut relancer le jet de redéploiement. Donc, c'est gros, ça. C'est très, très bon parce que se redéployer, on lance un dé, on lance un 1 ou un 2, c'est toujours contrariant. On a la chance de le relancer. Je trouve que c'est très fluff aussi, les Cruel Boys qui sont très tactiques, très cunning. Alors là, on a vraiment ça avec cette pièce-là. Ouais, je sais pas pour toi, moi je le mets sur la table. Belle pièce pour justement donner encore plein de petits dirty tricks dans la partie. Je pense à une nommée comme des luminettes, par exemple, qui vont vraiment souffrir en raison justement de l'habilité d'unbinder et de subir des dommages pour des unités luminettes, une petite unité de 10 archers, 10 lanciers. Soudainement, je peux perdre jusqu'à D6 modèles, D6 blessures mortelles. On va y penser à 2 fois avant de faire de la magie. Donc, ça, je pense que c'est une pièce qui s'insère très bien dans le méta actuel. Des belles habiletés fragiles, très fragiles. Mais quand même, je pense que c'est 300 14. quelques. 300 points. 300 points, voilà. Donc, ça se rentre bien dans la liste. C'est quand même Ouais. 14 points de vie. Feel no pain assist. Bon, c'est fragile, mais pas si mal. Puis, pour finir, son sort de War Scroll est vraiment très bon. En fait, il affecte toute la table, +1 au jet de charge des Cruel Boys, -1 au jet de charge des autres unités. Oui, très bon. Encore une fois, du contrôle très, très bon. Le -1 au jet de charge, plus le redéploiement qu'on relance, on voit que la combinaison des deux fait en sorte qu'on limite l'adversaire. Ton verdict, Yann? Sur la table, tablette? Sur la table, est-ce qu'il va être dans toutes les constructions de listes? Je ne sais pas, parce que j'ai vu des gens faire des listes qui sont très, très gunline, donc axées sur maximiser le tir. Mais moi, c'est certain que je vais l'essayer activement. Moi, ce que j'aime dessus, c'est juste vite sur l'habilité de commandement, le fait que quand lui donne l'habilité de commandement, Redeploy ou Unleash Hell à l'unité, il y a un bonus. Je trouve ça intéressant parce qu'à ça, les unités peuvent se lancer la majorité elles-mêmes les habiletés de commandement parce qu'ils ont presque tout un champion. Fait que je pense que c'est intéressant s'ils vont dans cette direction-là, parfois de donner des petits bonus quand c'est le héros qui peut le lancer. Ça nous oblige à penser nos déplacements pour que les héros restent à portée de l'unité à qui tu vas vouloir lancer l'ordre. Donc, je trouve que c'est une petite façon sympathique d'utiliser et d'exploiter à fond les habiletés de base sans trop rajouter de complexité au jeu. Beau petit ajout. J'espère qu'on va voir ça dans d'autres armées aussi. Ensuite, on a la version non nommée, un Killaboss sur Corpse Reaper Volca. Oui, et ça, c'est pas un magicien, donc c'est vraiment du combat. Il y a 240 points. Les réactions généralisées sur Internet, c'est de dire qu'il n'est pas jouable, de dire sur les tablettes. Moi, c'est sûr qu'il ne frappe pas très fort, mais c'est seulement 240 points. On a un beau mouvement de 14 pouces avec du vol. Donc, moi, je vais peut-être l'essayer pour me donner de la projection. Donc, tu vas commencer par la faire peindre. Voilà. Je partage aussi. Ensuite, le Killaboss on Great Gnaftouf. Celui-là, c'est celui qui est dans la boîte de Minions, je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait, qui est sur l'espèce de gros félin. Voilà. Regarde, c'est 170 points. Sa seule utilité, c'est d'être un genre de beat stick parce que ça donne 8 attaques à 2 de dommages. La bête ne fait pas de blessures mortelles sur les 6. Son habileté n'est pas particulièrement bonne. C'est la même que les autres Killaboss vont avoir, c'est-à-dire que les Cruel Boys, en fait, qui ratent un Battle Shock test à 3 pouces de lui, il y a seulement un modèle qui fuit. Mais en Cruel Boys, on jouera rarement, à mon avis, des grosses unités.
Donc, je ne pense pas qu'on va prendre beaucoup de gros battle shock tests. Donc, c'est plutôt anecdotique comme habilité. Donc, bon, si on a besoin d'aller chercher un peu de beatstick, mais ce n'est pas notre meilleur beatstick non plus. Donc, peut-être malheureusement sur les tablettes, mais le modèle est très beau. Moi, peut-être que je le commence à le peindre un petit peu parce que ça peut être un modèle pas trop dispendieux pour prendre potentiellement comme général pour activer l'habilité de doigt. Donc, que je peux l'envoyer un peu plus cavalièrement pour tenter d'aller chercher justement d'autres unités mobiles pour aller faire du dommage. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement la meilleure des options, mais ça peut être une utilité pas trop dispendieuse. En effet. Ensuite, on a sa version, le Killaboss avec Stabgrot, c'est le Killaboss à pied. Même chose, là, on est à 110 points si ma mémoire est bonne, ou environ. Il cogne beaucoup moins parce qu'il n'y a pas la bête. Il y a la même habilité sur les Battle Shock tests. Il y a un petit gobelin qui l'accompagne qui peut se prendre une blessure à sa place. Mais essentiellement, là, je ne pense pas qu'on va le voir jouer. Tablette. Une autre tablette. Murknob with Belchabana. Ça, c'est le porte-étendard. Le modèle est super beau. Vanessa me l'a peint de manière absolument magnifique et il va aller dans ma bibliothèque. Je vais l'admirer de loin. Il donne une protection magique sur du 5+. Donc, c'est une protection qui n'est absolument pas fiable. Puis, il fait des petites blessures mortelles complètement anecdotiques dans un rayon là, extrêmement limité de 3 pouces. Donc, il ne frappe pas. Donc, il n'y a pas un rôle défini. Il est inutile. Agreed. Le Swamkala Shaman, là, on a quelque chose de plus intéressant, non? Ah oui, ça, c'est auto-include. C'est probablement oui, même 2 par liste. C'est vraiment très, très bon. Il est seulement 105 points en plus. En fait, c'est qu'il peut choisir au lieu de lancer un sort, cibler une unité amie, en fait, Cruel Boys, entièrement à 12 pouces, dont au moins un modèle est à 3 pouces de lui, et lui donner un élixir ou un poison. S'il lui donne un poison, l'unité va faire des blessures mortelles sur des jets de touche de 5 ou 6 plutôt que 6. Donc, on double les blessures mortelles et ça fonctionne aussi sur les armes de tir. Donc, ça va être extrêmement bon. Ou sinon, s'il donne un élixir, là, on va avoir +1 à la sauvegarde. Donc, ça, c'est vraiment très, très bon. Puis, son sort est le même qu'on a présenté tantôt, donc +1 de charge, -1 de charge. Donc, très, très utile. Puis en plus, il connaît un des sorts en plus des Cruel Boys. Donc, super, super bonne unité. Ouais, ben tu sais, c'est comme essentiellement donner aux luminettes un Power of Ish automatique qui ne peut pas être unbind. Power of Ish, c'est un sort très, très puissant. Là, oui, ça nous coûte un cast. Oui, tout à fait. Mais c'est justement, c'est comme si c'était un cast automatique, ne peut pas être unbound. Je suis d'accord, en fait, là, je pense que ça va être la base. En fait, des héros de support, ça va être la base des armées Cruel Boys. Ah oui, il est vraiment excellent, là, parce qu'on le disait, l'essentiel de la létalité des Cruel Boys va venir de leurs blessures mortelles et lui double carrément la létalité de l'unité. Donc, super bon. Yep. On passe maintenant au Battle Line, au Guthrie Pads. Oui, en fait, ça, c'est notre seul Battle Line qui est Battle Line dans toutes les sous-factions. Donc, c'est les orques. On peut les équiper avec des armes Stika ou AK. Donc, on va toujours choisir les lances. Fort heureusement, les modèles dans la boîte Dominion venaient seulement avec les lances. Pourquoi? Parce que c'est des bases de 32 mm. Puis, la lance donne une attaque à 2 pouces. Donc, on va toujours choisir ça. Donc, c'est 180 points pour 10. C'est un petit peu trop cher, à mon avis. Ils ne font rien de spécial à part avoir plus de charge grâce aux musiciens. Puis de pouvoir intimider l'adversaire. Donc, si l'adversaire n'est pas un monstre ni un héros, on lance 2 dés. Si on bat la braverie, cet adversaire-là va avoir -1 to hit contre l'unité qui l'a intimidé. Donc, j'ai hâte de voir qui va être intimidé par des orques, mais enfin. Non, je pense qu'on va garder cette unité-là, puis ça va être la base. On n'a pas le choix, en fait, pour des battle lines. Je ne pense pas qu'on va nécessairement renforcer ces unités-là outre mesure. Donc, tu l'as mentionné, en fait, le fait que ça sur des 32 mm, bon, les lances, clairement le meilleur choix. Oui, on blesse sur du 4 plutôt que sur du 3, mais on double nos attaques. Et surtout, en fait, ce qu'on veut chercher avec ces unités-là, on va aller chercher ces 6-là pour faire des blessures mortelles, puis ça va être pas mal de ça.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, si on joue une unité renforcée, on va vouloir l'accompagner avec un chaman qui va lui donner les blessures sur du Ouais, c'est 5 ça. ou 6 et être dans la bulle de l'unité dont on va parler tout à l'heure qui va leur donner une blessure mortelle de plus quand ils vont lancer des 6. Donc, ils peuvent devenir quand même violents s'ils ont les bons buffs. Ouais, mais encore là, si tu renforces l'unité, c'est quasiment 400 points pour 10, plus les héros de support que tu dois avoir pour pouvoir. Là, C'est ça ça. commence à être un investissement considérable en points pour une unité qui, somme toute, bouge de 5 pouces et qui n'a pas vraiment d'autre façon d'aller plus vite. On est Donc, d'accord, c'est vraiment, on va la jouer pour avoir les battle lines en général. je suis d'accord. On passe à une grosse bébite qui a fait jaser parce qu'elle est vraiment belle. Le modèle est incroyable. Le Swamp Boss Scumdrek. Qu'est-ce qu'on a à Oui, dire sur cette unité-là? donc le Swamp Boss Scumdrek, ça c'est la version nommée. J'ai envie de passer rapidement parce qu'en fait, je pense qu'on ne va jamais jouer la version nommée, on va toujours choisir la version qui n'est pas nommée parce que ça permet de lui donner un trait de monture, ça permet de la choisir comme général, lui donner un trait de commandement ou lui donner un précieux artefact comme l'amulette de Destiny. Surtout qu'ici, le Bet Master, qui est l'habilité là, inutilement complexe, qui est particulière au Swamp Boss Scumdrek. C'est un peu. Vous la lirez, là, je vous fais grâce de vous faire la lecture pénible de cette idée-là. C'est une bonne mauvaise idée que Games Workshop ont eue. C'est original, mais c'est pas très bon. Donc, on passe tout de suite au Snatch à Boss sur Sludge Raker. Donc, c'est la version non nommée. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, et la bête et l'orque déçu font des blessures mortelles sur du 6. Lui, il a une bulle, en fait, et ça va être un de ses principaux intérêts. Euh, c'est que toutes les unités Cruel Boys entièrement à 12 pouces de lui vont faire une blessure mortelle de plus sur les 6 tweets. Donc, ça augmente la létalité des attaques. Malheureusement, et il y a un designer's note qui le précise, ça ne se combine pas avec l'habilité du chaman. C'est-à-dire que si le chaman donne les blessures mortelles sur du 5 ou 6, le plus 1 blessure mortelle ne va s'appliquer que sur les jets de 6 de touche. Mais quand même, ça augmente encore une fois la létalité de notre armée et ça augmente sa propre létalité. J'ai fait des statistiques, là, il cogne assez fort, il va être assez redoutable en combat à cause des blessures mortelles qu'il va produire. Et il y a une autre habilité qui est quand même intéressante, qui est une fois par bataille, il va pouvoir choisir un modèle ennemi dont la caractéristique de blessure est de 7 ou moins. On lance 2 dés et si on bat la caractéristique de blessure, le modèle est slain. Donc, c'est quand même bien parce qu'on peut choisir un modèle à 4, 5, 6 points de vie et on peut quand même statistiquement espérer le tuer. Malheureusement, c'est seulement une fois par bataille, mais ça peut être pratique, surtout si on vient de faire pas mal de dommages à une unité adverse. On peut aller, par exemple, tuer le champion pour éviter que l'unité puisse se donner, utiliser un point de commandement pour ne pas faire de jet de battle shock ou enlever la bannière qui permet de relancer, par exemple, ou donner plus une bravery. Donc, il y a des petits trucs à faire comme ça, briser la cohérence, évidemment, ou carrément tuer un héros. Ouais, on le met sur la table, je pense. C'est 315 points, c'est quand même dispendieux. Moi, ce qui m'éteint beaucoup de ce Scroll-là, qui est très bien, là, comme tu l'as mentionné, Yann, c'est son mouvement de 8. Ouais. Donc, c'est sûr que ce mouvement-là, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'augmenter. Oui, on peut, par exemple, prendre le trait de commandement sous pas sneaky puis l'avancer, mais c'est vraiment donc choisir un trait de commandement pour une unité comme ça qui va être vraiment à retrait de l'armée. Donc, malheureusement, moi, oui, je suis d'accord, on le met sur la table, mais il n'est pas aussi no-brainer, par exemple. Je le trouve très bien, mais son mouvement 2, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche. C'est pas un auto-include, mais C'est je ça. pense qu'en Cruel Boys, on est assez fragile. On a besoin avoir une bonne létalité. Il augmente la létalité de l'armée, notamment au tour 1, on ne l'a pas avancé. Il donne donc plus 1 de blessures mortelles à nos tireurs. Donc en Big Yellers, ça fait un tour 1 de tir qui peut être quand même assez impactant. Donc, je pense que je vais le play-tester, je vais l'essayer de manière vraiment significative avant de le mettre sur les tablettes.
Ouais, puis tu sais, ce que tu disais, c'est très vrai, là, tu sais, augmenter, là, mais ça reste que c'est un investissement de 315 points pour un buff qui est, somme toute, vraiment intéressant, mais puisque sur les 6 naturels, il va être un peu plus anecdotique. Mais je pense que ça peut être bien, mais il est sur la table pour l'instant. Voilà. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, en Crawl Boys, on n'a pas beaucoup d'autres bonnes options. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on le compare à l'intérieur de la faction, c'est ce qui m'amène à moins de vraiment vouloir jouer la fameuse gunline puis maximiser nos points pour avoir un maximum de tireurs. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai quand même un petit bémol, là. La chaîne avec le grappin fait 3 de dommages, qui est autant que Galmaraz ou la Slayer of King d'Archaon. OK, je voulais juste le mentionner. Mais Vincent, c'est une grosse chaîne. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, écoute, OK. C'est une cruel chain. Écoute, on l'a Ouais, dit c'est dans ça. d'autres vidéos, il n'y a pas de cohérence entre les battle tomes et même à l'intérieur des battle tomes quant aux caractéristiques de dommages des armes. Là. Non. Si on se collait au fleuve Galmaraz, ce serait slain dès que tu fais un wound. Là. Ouais, Ce serait ça. Là. ouais. Ouais, ouais. Ensuite, on passe au Marshcrawler Sluggot. Oui, alors ça, c'est l'espèce de troll qui transporte des gobelins sur une plateforme sur son dos. Il ne frappe pas en combat, il bouge de 6 pouces, c'est pas un monstre. Donc, essentiellement, sa seule habilité d'intérêt, c'est qu'il va avoir une bulle de 18 pouces autour de lui qui va donner un plus un to hit aux friendly units. Donc, il est là pour donner plus un au jet de touche aux unités dans une grosse bulle de 18 pouces. C'est sa seule utilité. Malheureusement, c'est juste les armes de mêlée. Donc, ça n'affecte pas nos tireurs. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il va être tant joué en Crawl Boys parce qu'on n'a pas tant besoin d'aller chercher le plus un to hit. On a besoin d'aller chercher des blessures mortelles. Donc, c'est 150 points. Je pense pas. Je pense qu'il va plus être joué comme allié dans les Gloom Spite Gits, en fait. Parce que Ouais. c'est un troll, un troggot. Mm-hmm. Fait que là, donner à nos squigs, par exemple, à nos Mangler squigs, des plus un au jet de touche, là, ça a un autre genre d'impact. Donc, tu le mets sur la tablette en Warclan, mais tu le peins pour tes Gloomspite? Absolument. Excellent. Et là, il y a un imbroglio. On se demande si on peut le jouer en allié avec les Ogres, parce que les Ogres peuvent allier des Gloomspite Gits Troggot. Donc, dans la liste d'allégeance, c'est Gloomspite Gits, entre parenthèses, Troggot, puis je ne me souviens plus l'autre qu'on peut allier. Je pense que ça doit être les Elgazu Gargant, ou en tout cas. Mais en fait, ce n'est pas un Gloomspite Git Troggot, c'est juste un Troggot. Il y a des gens qui disent on peut l'allier, c'est un Troggot. Ouais, je pense que non. Moi, je suis de l'école qui pense que non, ça va prendre une fac pour le préciser. Mais si on peut le jouer en Ogre, moi, j'ai hâte d'avoir mes Iron Guts qui touchent sur du 2. Et voilà. On est rendu au Break-a-Boss sur le Troggot. Ça, c'est la légende brute. Là, il est dessus. Puis ça fait penser à Lord of the Ring, un peu le gros troll qui arrive, le Cave Troll, avec les orques derrière. Là. Un autre troll qui peut s'ajouter aussi à notre liste de Troggot en Gloomspite Gits, c'est un beatstick. Il est 180 points. Puis je pense que c'est un beatstick qui est un peu plus intéressant que le boss de la boîte Dominion dont on a parlé tantôt. Il y a moins de mouvement, par contre. On est à 5 pouces de mouvement, petite doléance, mais il y a une belle habilité, en fait, qui fait qu'au début de la phase de combat, on peut lui faire des blessures mortelles. Là, le boss tire sur le harnais. On fait des 3 blessures mortelles au troll et on va avoir plus 2 attaques par blessure mortelle qu'on a subies. Donc, on va pouvoir aller chercher 2, 4 ou 6 attaques de plus. Et il se guérit de D3 points de vie par tour sur 4+, comme un bon troll, il se régénère. Donc, ça vient balancer un petit peu. Donc, c'est sûr que c'est des attaques à 3+, 3+, moins 2, 3. Donc là, si on va chercher 8 ou 10 attaques à 3 de dommages à Ren moins 2, ça commence à être, avec All Out Attack, évidemment. Donc, ça commence à être un beatstick qui est vraiment pas bête. J'ai vu des gens faire des listes où ils en mettaient 2. Je trouve ça intéressant. Donc, je pense que moi, c'est sur la table. Oui, ben c'est intéressant. Moi, je ne suis pas rendu à sur la table. Moi, je suis rendu à je le peins. Parce qu'il y a de quoi faire avec ça. Parce que je pense honnêtement que les Cruel Boys vont peut-être plus shiner avec une armée d'avantages de tir. C'est moi. Mais oui, il y a vraiment des bons avantages. Puis effectivement, ça peut être un bon beatstick. Mais encore une fois, son mouvement de 5, moi, ça m'éteint.
Ouais, les Cool Boys sont un peu lents, malheureusement. Maintenant, on passe au Upgrot Slitas. Ça, c'est la cochonnerie, dans le fond, la racaille, la vermine qui vient avec l'armée. Sur les tablettes. Sur les tablettes, parce que bon, c'est 80 points pour 10, donc on pourrait vouloir les jouer seulement comme des petits écrans qui ne coûtent pas cher. Donc, c'est leur seule utilité. Par contre, ils ne sont pas battle line et ils n'ont pas le mot-clé Oruk. Donc, ils ne bénéficient pas du venin sur les armes, donc ils ne font pas de blessures mortelles. Donc, ils sont là pour mourir. C'est tout. Ouais, puis honnêtement, même les figurines sont vraiment dans un range qui est incroyable. Je trouve que c'est des figurines qui font vraiment, qui rendent pas justice au range, en fait. On dit, parce que physiquement, quelque chose qui cloche, puis non, c'est pas une unité. Je trouve qu'ils font un peu à part dans toute cette nouvelle release-là. Effectivement, les Cruel Boys sont splendides. C'est des sculptes incroyables. Il y a une cohérence d'armée sur le plan de l'esthétique qui est hallucinante. Puis là, on a cette erreur-là, ces horreurs-là. Moi, désolé pour les personnes qui les aiment, mais moi, je les trouve absolument horribles. D'accord. J'ai fait même pas peindre. Une unité qui, elle, est pas horrible et qui est vraiment bonne, là, vous le dites depuis tantôt, ça va être au cœur de l'armée, là, les Mansquare Ball Boys. Oui, et dans la faction dont on parlait, donc les Big Yellers, ils deviennent Battle Line. Donc là, c'est 3 pour 120 points. Ils sont vraiment donc très, très bons. Là. Dans le fond, avec le poison, tout ça, ça va devenir une unité qui va pouvoir faire très mal. 24 pouces de portée, 27 en Big Yellers. Portée de 24 pouces, par contre, s'ils ont bougé ou s'il y a un ennemi là, à 3 pouces 2, on tombe dans les hasty shots, donc les tirs précipités. Donc là, ils ont 2 tirs, mais ils vont toucher sur du 4 plutôt que sur du 2 . En fait, dès qu'on va avoir un adversaire à 12 pouces de nous ou à 15 pouces de nous en Big Yellers, on va vouloir bouger, ne serait-ce que d'1 millimètre, pour aller chercher les 2 tirs. Parce que 2 tirs à 4 c'est mieux qu'un tir à 2 surtout que ça augmente nos chances d'aller chercher les 6 ou les 5 et 6 si on a eu l'élixir pour faire 2 blessures mortelles automatiquement. Donc, surtout que le rend ou le dommage ne change pas d'un tir à l'autre. Donc, on double nos chances, en fait, d'avoir des blessures mortelles. Je vois toucher sur du 2 là, puis le caradron en moi a mal de voir que des orques touchent mieux que des caradrons. Ça fait mal au cœur un peu. Absolument. Donc, je pense que ça va être un auto-include dans l'armée. J'ai vu des gens qui en jouaient 21, qui faisaient des listes où il y en avait 21. Là, ça va. Mais par contre, moi, je pense que la liste seulement axée sur le tir va avoir de la misère. Parce qu'on a vu comment, par exemple, les Iron Jaws peuvent avoir énormément de mouvement. Il y a les Beast Claw Raiders qui ont énormément de mouvement. Il y a plusieurs armées qui ont énormément de mouvement dans le méta. Et là, vraiment, ils sont faits sur une sauvegarde en papier. C'est du 6+, 2 points de vie chaque. Donc, pour 120 points, on a 6 points de vie sur 6+ de sauvegarde. Ça va être difficile de garder les objectifs avec eux. Là. Ça va faire très ça revient très cher du point de vie et du point de vie fragile. Ouais. Et ça, je pense que c'est l'élément un petit peu plus là, négatif. Ma question est, est-ce que tu te vois en jouer une unité de 9? Oui, parce que ça devient un Unleash Hell qui est vraiment désagréable pour l'adversaire. Voilà. Donc, probablement que ma liste, ça va être une unité de 9, peut-être une autre unité de 3 aussi, juste pour, mais je verrai selon les points. J'ai essayé différentes listes, mais la liste pour l'instant à laquelle j'arrive comme pour mes premiers tests, c'est 9, une unité de 9. Parfait. Avec 2 Killbow. Oui, ça a fait jaser les Beastquare Killbow. Ils ont un tir avec un dommage particulier ça va terrifier les joueurs de Sons of Behemoth, c'est clair. Là. Oh oui. Ça peut faire tellement mal aux monstres. Fait que vas-y, Yann, présente-nous cette unité. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est en fait les dommages, c'est que le tir va faire 2 de dommages, plus on va lancer un dé par le nombre de dés égal en fait à la caractéristique de blessure de notre cible, et tous les 5 plus vont faire une blessure additionnelle. Donc, sur un Mega Gargant qui a une caractéristique de blessure de 35, on lance 35 dés. Les 5 plus sont des blessures additionnelles. C'est un maximum de 12, par exemple. Le tir ne peut pas faire plus que 12, mais même contre un Mock Crusher, par exemple, qui est à 18 points de vie,
Ça commence à faire beaucoup de 5+. On peut faire très, très mal. Donc, c'est là pour tuer des monstres. Le nom de l'unité, c'est Beast Skewer. Donc, c'est là pour cibler les monstres. C'est excellent. Et on se rappelle que si on fait un 6, voire un 5 ou un 6 pour toucher avec l'élixir, avec le poison du chaman, c'est des blessures mortelles automatiquement. Quand même. Mais les tirs ont quand même Rend -2, ils vont passer. Sinon, c'est le même principe, un tir à 24 pouces sur 2+, ou si on est en Asti Shot, portée de 12 pouces, 2 tirs à 4+. En fait, un seul tir à 4+, dans ce cas-ci, on ne gagne pas un tir en Asti Shot. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir préférer toucher sur 2+ tout le temps. Si possible. Tout à fait. Sur la table aussi, je pense que c'est un très, très beau counter dans le méta actuel. Personnellement, j'en jouerais 2. J'ai vu des listes des gens qui en mettent une. C'est sûr que c'est 130 points chacune, donc on consacre 260 points à ça, mais j'aurais tendance à en jouer 2 juste pour fidéliser. 2+, 3+, -2, ça ne veut pas dire qu'on blesse, mais là, si tu en as 2, tes chances qu'il y ait au moins des 2 tirs qui passent sont significatifs. Puis si les 2 passent, tu tues probablement le monstre que tu viens de cibler. Donc, j'irai avec 2 pour la fidélité. Je suis d'accord. Ta femme va être contente. On parle aussi de fidélité, pas juste de Big Bossy. Exact, exact. Alors, ça fait le tour pour les Cool Boys. On rentre maintenant dans les Iron Jaw et on commence avec le célèbre Gordrakk sur son gros chou-fleur là, sur le Mok'Rasha. Oui, Gordrakk qui a maintenant plus de points de vie. Il est passé à 20 points de vie. Écoutez, je ne lirai pas, il est War Master, il est toujours général, je ne lirai pas toutes ses habiletés. C'est un gigantesque, énorme, terrifiant beatstick. C'est une des pièces qui, avec les bonus possibles, qui frappe le plus fort dans le jeu. Donc, il est vraiment très, très bon. Malheureusement, sauvegarde seulement à 4+. C'était la petite doléance. Mais regardez, il est extrêmement, extrêmement bon. Et une chose qui est très intéressante, c'est qu'il a l'habilité Voice of Gork, donc Voice of Gork, pardon, la voix de Gork. En fait, quand il utilise une habilité de commandement, il peut cibler 3 unités amies plutôt qu'une seule. Donc, ça, tantôt, on parlait de Mighty Destroyers, on peut parler de d'autres habiletés. C'est vraiment très, très bon. Par contre, Alex, tu disais que, telles que les règles sont écrites, on ne pourrait pas utiliser, par exemple, All-Out Attack sur 3 unités, selon toi. Oui, exact. Parce que dans le fond, All-Out Attack se fait lorsque l'unité est choisie pour attaquer. Et puisque lorsqu'on utilise un point de commandement, ben, l'unité n'est pas choisie pour attaquer. Moi, je pense, est-ce que ça va être faqué? Je pense que ça mérite d'être faqué. Mais rule as written, si je prends Voice of Gork pour faire justement donc 3 unités, je ne pourrais pas faire All-Out Attack parce que 2 des 3 unités ne sont pas choisies pour attaquer. De ce que je pense. En fait, si on utilise vraiment les règles telles qu'écrites, je ne pense pas que ça pourrait se faire, selon moi. 2 autres habiletés vraiment amusantes. Destructive Bulk, ça c'est s'il utilise le Stomp de Monstrous Rampage et que, donc lui, il fait plus de blessures. Hein, c'est le D3 plus ce qui est écrit comme tableau, le Destructive Bulk. Donc lui, ce serait D3 plus 4 s'il est en pleine forme. Et s'il détruit l'unité, il peut faire un pile-in en fait de 3 pouces. Puis s'il y a une autre unité, il peut faire un pile-in de D6, un mouvement de D6 vers une autre unité. S'il est à portée, il peut faire un deuxième stomp puis tenter de détruire à nouveau l'unité. Donc, il peut finalement avancer avec ses traits fluff. Hein, il y a des gros points. Là, donc, avancer avec ses points puis écrabouiller finalement l'adversaire. Sinon, Strength from Victory, donc s'il tue un modèle, pas une unité, un modèle dans une phase de combat, il y a par la suite +1 à sa caractéristique de blessure et +1 à ses caractéristiques d'attaque pour l'orque et non pour la monture. Donc, il gagne une attaque à chaque phase de combat où il a tué un modèle et surtout 1 à sa caractéristique de blessure. Donc, il ne se guérit pas d'un point de vie, mais il passe à 21 points de vie, 22 points de vie, 23 points de vie, comme ça. Donc, il devient plus difficile à tuer, plus il a tué de modèles ennemis là, par phase. Donc, ton verdict? Pardon? Ton verdict sur la table, tablette, pain? C'est excellent. C'est excellent. Sur la table. Par contre, l'autre, celui qui n'est pas nommé, va être très, très intéressant aussi. Moi, tu vois, je le mets sur la tablette parce que je mets l'autre sur la table. Oui, c'est ça.
Moi, c'est comme ça. Parce qu'en fait, oui, tu sais, il est vicieux, oui, La mais 4 différence plus de points. sauvegarde, pas de ward save. Donc, ça veut dire que c'est une cible qui peut. C'est un modèle qui ne peut pas sauver sur mieux que du 3+. Donc, pour moi, oui, 20 points de vie, mais bon, pas de ward. Alors que l'autre, on peut le rendre aussi, le normal, on peut le rendre sur du 3+. On peut mettre Destroyer. Là, on commence à avoir une brute de combat et qui est beaucoup plus résiliente, malgré son 2 points de vie de moins. Ou on peut aussi le rendre plus résilient, donc on ne prend pas Destroyer, mais avec un 5+ avec Limit of Destiny. On est d'accord. Puis il y a une différence de points qui est quand même pas négligeable non plus. Donc, j'aurais tendance à jouer moi aussi préféré le méga boss qui n'est pas nommé, puis peut-être même en jouer 2. Ah, je pense que 2, ça va faire partie de plusieurs listes. Oui, absolument. Puis, en fait, ça va être quelque chose qui va être difficile à coucher. C'est quand même 36 points de vie. Une chose qui a changé, en fait, là, on voit 4+ sur son War Scroll, mais si on choisit l'option du bouclier pour sacrifier 2 attaques, on tombe sur du 3+ et non un +1. C'est que la statistique du War Scroll devient du 3+. Ça veut donc dire qu'on peut l'amener à du 2+ avec un All-Out Defense, avec un Mystic Shield ou Best Day Ever, peu importe. Exactement. Puis on perd, somme toute, peu de létalité par rapport à. Et il y a les belles habiletés, en fait, que l'autre a. Lui, il les a aussi. Destructive Bulk, aussi la capacité à cibler 3 unités là, pour recevoir une habilité de commandement plutôt qu'une seule. Strength from Victory aussi, donc ajouter 1 à sa caractéristique de blessure, puis à ses caractéristiques d'attaque lorsqu'il tue au moins un modèle ennemi lors d'une phase de combat. Donc, il y a toutes les belles qualités de l'autre. J'utilise pas l'expression auto-include souvent, mais ça, c'est Ah oui, auto-include. on ne se pose même pas la question. On continue avec le Orruk Megaboss. Est-ce qu'on le met sur la table? Ben, oui, pour ses points, il y a un peu les mêmes qualités. Lui aussi peut cibler 2 unités, là, en fait, avec une même habilité de commandement. Donc, c'est un beau beat stick, là, 8 attaques, 2 de dommages. Pourquoi pas? 3+ de sauvegarde, mais il n'est pas auto-include, assurément pas. Moi, je le mettrais sur les tablettes parce que oui, c'est un beau modèle, mais en même temps, au côté héros, on va déjà avoir probablement 1 ou 2 Makrasha, probablement 1 ou 2 War Chanter. Fait qu'à un moment donné, les points vont commencer à manquer pour avoir des modèles sur la table pour prendre des objectifs. Fait que moi, je le laisse sur les tablettes. Tu as raison, mon choix était influencé par le fait que je trouve ce modèle-là vraiment superbe, là, Ouais. tout encastré dans son armure. Emblématique. Emblématique, voilà. Mais c'est le War Chanter, je pense, qui est vraiment un auto-include. Ouais, le modèle est un peu moins beau, mais il est solide. Oui, bien en fait, il permet de donner plus une attaque, plus un dommage aux attaques de mêlée des Iron Jaws entièrement, en fait, d'une unité Iron Jaws entièrement à 15 pouces. Donc, on va le jouer essentiellement pour ça. Ça augmente énormément la létalité. Donc, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine. Ben, surtout si on joue Datchapas. Donc, on vient amplifier encore plus leur létalité, donc leur buff. Donc, auto-include. Absolument. Puis sinon, il y a un système un peu comme des prières. Là. Donc, ça, c'est bien aussi, là, des petites habiletés supplémentaires. Mais on le joue clairement pour les bonus aux dégâts. Voilà. Le Orruk Wernub Shaman. Oui, ben un autre wizard. Donc, lui est un petit peu. On le joue si on veut avoir des points, mais ce qui auto-include, si on veut avoir des points, pardon, si on veut lancer des sorts. D'après moi, on ne le verra pas beaucoup sur le champ de bataille. On le voyait beaucoup en V2 lorsque Mighty Destroyer était plus restrictif, plus restreint, mais pour avoir justement donc le End of Gork pour téléporter. Maintenant, je pense avec les bonus de mouvement qu'on est allé chercher, je pense que c'est moins auto-include. Je suis comme, je dis, je vais le peindre, mais en même temps, il était déjà peint. Fait que peut-être que je commence à l'enlever la peinture puis à repeindre une autre couche, je sais pas. Mais je dirais, je vais y aller sur la table, mais en dernier recours. S'il me reste des points après avoir acheté 2 Makrasha, 2 War Chanter, puis il me reste quelques points qui traînent, je peux le considérer, mais je pense qu'il est moins auto-include qu'avant. C'est ça. Peut-être pour End of Gore qu'on peut le vouloir, Ouais. mais sinon, c'est pas une nécessité. Exact. On passe aux grosses brutes. Les orques ont une immense armure. Oui, ça sont superbes. C'est notre infanterie d'élite. Donc, ils cognent fort. Là, on peut avoir de
pénétration d'armure, de la perforation d'armure de 2. Donc, vraiment belle unité. Et surtout, nouvelle petite règle intéressante, les modèles qui sont à 3 pouces 2 et qui ont une caractéristique de blessure de 1 ne peuvent pas contester l'objectif. Donc, les Mortec Guard, les Clan Rats, etc. La plupart des unités Battleline, en fait, qu'on y pense. C'est ça. Donc, sont trop minables pour contester un objectif au brut. Par contre, ce sont les modèles à 3 pouces des bruts. Donc, une grosse unité de Mortec Guard, tous les Mortec ne seront pas à 3 pouces des bruts. Donc, il y a quand même des Mortec, par exemple, qui vont pouvoir contester l'objectif. Donc, ce n'est pas automatique, mais c'est vraiment une belle règle très fluffy. Je vais mettre sur la table. Je pense qu'une unité va être intéressante. 3 points de vie chacun avec du rend de 2 qui peut être du rend de 3 avec notre WA. Oui, ils ont vraiment une place dans l'armée, je pense. Oui, ils cognent fort. Qu'est-ce que vous pensez de leurs petits frères, les Hard Boys, qui sont un petit peu moins solides? Oui, nos anciens orques noirs, eux, en fait, je pense qu'on va les jouer aussi sur la table, mais pas pour les mêmes raisons. Ils ont perdu leur rend. Avant, ils avaient 1 de perforation. Ils ont perdu leur perforation. Par contre, et là, ça, c'est vraiment intéressant. S'il y a un War Chanter à 12 pouces, s'ils sont entièrement en fait à 12 pouces d'un War Chanter, si on fait l'habilité Rallye, ils vont rallier sur 4 plutôt que 6 Donc là, ça, on ramène beaucoup de modèles là, avec un War Chanter à proximité. Donc, autre utilité du War Chanter qu'on disait qu'il faut en jouer 2 dans la liste, probablement. Et ici, ça fait une unité qui est quand même plus là pour tanker, en fait. Oui, je peux en voir une sur la table, peut-être une unité de 10 modèles pour prendre un objectif pour le renforcement, justement. Bon, je peux retraiter. C'est pas tant pour le dommage que vraiment pour encaisser, puis pour justement donc continuer à avoir des modèles. 10 Hard Boys, c'est 20 points de vie quand même, donc il faut vraiment les éliminer si on veut avoir, si on veut empêcher qu'ils reviennent. Sur du 4+, c'est un petit peu fatigant quand même. On passe aux modèles qui sont superbes, là, les Oryx sur Gruntas. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Moi, je trouve que, regarde, si on aime les listes rapides, si on a peint nos 18 ou 21 Gorgruntas à cause de la V2, ben, on va pouvoir continuer à les jouer de manière compétitive. Mais ils comptent pour 2 modèles sur les objectifs parce qu'ils ont 5 points de vie. Donc, ça, c'est bien. Donc, pas une unité complètement renversante, mais pas mauvais non plus, on peut les jouer. Ouais, tu sais, je regarde une liste, par exemple, avec 2 Mark Russia, puis je me dis à quel rôle les Gorgruntas vont remplir. Ils font tout ce que les Mark Russia sont censés faire, mais en moins bien et en moins fidèle. C'est ça. Peut-être, si on. Non, tu sais, je veux dire, je vais toujours privilégier avoir un deuxième Mark Russia avant une unité de 6, par exemple. Je n'ai pas vu les points exacts, là, si ça fait. C'est similaire, là, les Gorgrunta, rapidement comme ça. C'est 150. Ouais, quand même 300 points versus un 400 quelque. C'est plus cher. C'est plus de points de vie, c'est sûr. Mais ultimement, je sais pas. Je dirais pas non à une petite unité peut-être en support pour venir flanquer, pour justement avoir une unité qui peut, dans les Iron Suns, venir compenser, venir charger une unité qui charge. Dans les Bloodtooth sont intéressants avec le double pile-in. Ils ont leur rôle, mais si je regarde les brutes, si je regarde les Hard Boys, ils ont tous un petit quelque chose de plus que j'aime mieux. J'irais sur la tablette, entre les deux. Un ultra compétitif, on ne les joue pas. Mais comme je disais, oui. si on aime le modèle, Vincent disait qu'ils sont très beaux avec raison. Si on en a de pain, c'est pas peine perdue. Pour moi, c'est pas nécessairement sur les tablettes. Je pense qu'on va pouvoir jouer de manière compétitive ou sans être casuel compétitif, comme on dit, là, avec une armée de Gorgrunta sans problème. On s'entend là-dessus. On passe maintenant aux Bone Splitters et on commence avec le Wargog Prophet. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On ne gagnera pas des parties avec ce genre de modèle-là. Ils ont changé le masque. Il peut se faire des blessures mortelles à lui-même. C'est un peu aléatoire. D6, puis il y a 7 points de vie. Fait qu'il ne faut pas faire ça trop souvent. C'est ça. En fait, il va y avoir des histoires d'un joueur qui a Starry Archon dans les yeux pendant 2 heures puis qui a réussi à le tuer parce que j'ai roulé juste des 3+. Mais tu sais, c'est ça.
OK. Son utilité dans l'armée, c'est de lancer des sorts. C'est quand même un caster niveau 2. Ouais, quand Puis même. de faire des blessures mortelles. Donc, C'est ça. Ce que voilà. l'armée n'a pas en grand nombre. Exactement. Fait que pourquoi pas? Les gens sentent notre petite déception, je pense, face aux Bone Ben, Splitters. considérant qu'on met les bons splitters sur les tablettes, Au mettons complet. qu'on les met sur la table. Est-ce qu'on met le Warzog Prophet sur la table? Pourquoi pas? Ça nous prend un wizard. Allons-y. Ouais. On y va maintenant avec les Savage Big Boss. Mais quel War Scroll plate, hein? Oui. Je veux dire, il est 65 points. Fait que si on a besoin d'un héros pour donner des habiletés de commandement, il est Ou un bataillon. Oui, ou un trait de commandement qui est bon, par exemple. Le trait de commandement, en fait, qui donne le mouvement de 8 pouces plutôt que 5 pouces au tour 1, ben, ça nous coûte juste 65 points de héros, qui va par ailleurs être relativement inutile. Là. Il ne cogne pas particulièrement fort, il ne fait rien d'excitant. Donc, voilà. Puis il est sur une save de 6+, hein, fait que ça ne survit pas. Là. Non. Mais il y a un splendide Feel No Pain à 6. Oh. À 4 pendant un tour de combat. On passe au Maniac Wernab. Oui, ben ça, c'est un autre sorcier, un sorcier qui coûte un peu moins cher que le premier là, dont on vient de parler, mais qui lance seulement un sort par tour. Il peut donner son sort en fait donne +1 au jet de blessure. Mais melee weapon. Ça Ouais, avait été pour toutes les attaques, il y aurait une utilité pour les Arrow Boys. Oui, mais là, non. Juste, non. Qu'est-ce que vous pensez du Wardock? Notre danseur tribal favori. Pendant qu'Alex fait une danse tribale. C'était la Grim Dog Dance. Oui, c'est ça. Écoute, il peut donner +1 de save roll, mais on est sur du 6+, on va passer à 5+. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Il peut faire en sorte qu'une unité va guérir des 3 blessures mortelles, des 3 points de vie, mais en fait, on n'a pas de gros monstres à guérir ni rien, donc c'est anecdotique. Je me permets de commenter, là, je vous sens un peu moins enthousiaste avec les Bone Splitters. Non, mais il n'y a pas de saveur. Non. Mm-hmm. Il n'y a rien. Honnêtement, puis Yann, tu l'as dit en début des vidéos, c'est comme si on sent que c'est pas juste nous qui est démotivé pour les Bone Splitters, c'est Games Workshop qui est démotivé. C'est qu'on ne sait pas quoi écrire, on a des figurines qui existent, puis il faut leur donner des règles, puis ça paraît, c'est vide, c'est fade. Ça me fait penser beaucoup au tout premier War Scroll DOS. Oublions les règles boboches qu'il y avait là, avec des lunettes fumées ou c'est une moustache plus grosse que l'autre. Là. Mais c'est vraiment, on sent qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de fil conducteur dans l'armée. Puis ça, je trouve ça plate. C'est vraiment dommage. Ah oui, ils ont perdu leur saveur de tueur de monstres. Ça donne presque l'impression que Games Workshop veut tranquillement retirer cette faction-là. En tout cas, personnellement, comme nouveau joueur, je n'achèterais pas des Bone Splitters. Non, clairement pas. On continue quand même. On va quand même faire le tour des quelques On va se rendre jusqu'à la fin. On va se rendre jusqu'à la fin. On va y aller avec les Savage Oryx. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est nos battle lines de base. Moi, je pense que c'est sur la table si on joue Bone Splitters, puis autant qu'on est capable d'en mettre. Donc, créer du nombre. Oui, tu fais une marée verte. Tu t'en vas sur les objectifs, puis tu essaies de rester là le plus longtemps possible. Mais tu sais, c'est 2 attaques, 4+, 3+, ou 4+, 4+, pas de rand 1. Et tu feras pas mal à grand monde avec ça. Là. Je veux dire, c'est ça. Tu es là pour tanker. Comme j'aime dire, c'est qu'ils sont là pour exister. Et surtout cesser d'exister. Éventuellement. On a la version sur sanglier. Écoute, pas de perforation d'armure non plus. Donc, pourquoi on jouerait ça? Toute la passion ressort. Bon, oui. C'est sûr, c'est des sangliers. Oui. Je suis vraiment désolé pour les joueurs Bone Splitters qui pleurent en ce moment. Mais je dirais que notre réaction est celle qui a été partagée. J'ai écouté des chaînes anglophones. Là. Tout le monde est désolé pour les Bone Splitters. Ici, quand même, on a un mouvement de 12 pouces. Donc, ça, c'est un beau mouvement. Sachant qu'ils peuvent faire 5 ou même 8 pouces au tour 1, avant le tour 1.
Si on joue en premier ou si l'autre ne nous a pas chargé au tour 1, on peut faire 20 pouces de mouvement avec eux au tour 1, sachant qu'en V3, dans les Battle Plans, on part beaucoup plus proche. Hein, on ne se déploie plus à 24 pouces, on se déploie souvent à 18 pouces ou 22 pouces plutôt l'un de l'autre. Fait que là, on a une charge à 3 pouces au tour 1. Ouais, puis avec une luxueuse armure de 5+, c'est quand même 3 points de vie. Il y a quand même une certaine survivabilité. Et un Feel No Pain Assist. Et un Feel No Pain Assist qui peut être à 4+ durant le bon tour. Et voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à faire. Non. Alors, je regarde les stats. Tu arrives tour 1, tu charges, tu feras absolument rien. Tu vas juste te faire tuer plus vite. C'est juste que ça accélère la fin de la partie. Fait que c'est Okay. Hey, pour vrai, c'est sûr que juste pour tout notre enthousiasme envers les Bone Splitters, notre prochain tournoi qu'on va jouer, on va jouer contre un Bone Splitters et on va perdre. C'est sûr que ça va arriver. Benoît Boutreau joue Bone Splitters. J'espère qu'il va nous donner une volée avec ses Bone Splitters juste pour nous faire mentir. En fait, la question, c'est est-ce que Benoît Boutreau joue les Bone Splitters ou jouait les Bone Splitters à l'heure actuelle? Ça, c'est la question à se poser. Benoît, dis-nous ça en commentaire. Oui, on aimerait ça avoir ton point de vue là-dessus. Oui. On passe au Savage Big Stabaz. Oui, les Big Stabaz. Super. Le concept était vraiment bien. Ça, c'est vraiment fluff, Bone Splitters. Hey, on va se faire une grosse lance, là, puis on va la prendre à 2 pour stabber. C'est à mi-chemin entre le Battering Ram puis la lance. C'est parfait. Malheureusement, ça a perdu un peu de sa saveur, mais honnêtement, en Bone Splitters, c'est une des unités qui, pour les points, ça cogne le plus fort. Ouais. C'est tout ce que du rend, en fait, essentiellement. Là. Oui, on est à une perforation de 2, donc 3 attaques, 2 de dommages. Donc ça c'est vraiment bien. Puis en plus, si le modèle est slain, il attaque quand même. Et les Savage Auric Morboys? Même affaire hein, que nos battle lines de tantôt. C'est la même boîte de bonhomme aussi. Là, si ma mémoire est bonne, c'est le même kit. Ils ne sont pas beaucoup plus spéciaux. Ils ont une attaque de plus, c'est tout. Il n'y a rien d'excitant là. Et on passe au Savage Boarboy Maniacs. Même chose, c'est la version sur les stéroïdes, pas trop fort les stéroïdes, là, mais sur une dose modérée de stéroïdes des Boarboys de tantôt. Encore une fois, je pense que pour la différence de points, on n'ira pas chercher ces unités-là qui ont un petit peu plus d'attaque sans perforation, mais qui coûtent plus de points parce qu'on veut maximiser notre nombre de modèles. C'est la seule manière d'y arriver. C'est la marée verte, à mon avis. Donc, ce n'est pas des bonhommes qui nous permettent de faire une marée verte, donc sur les tablettes. Exact. Et on passe au Savage Auric Arrow Boys. Eux, ils étaient joués encore en V2. On a vu au Clash, d'ailleurs, quelqu'un qui en jouait vraiment beaucoup là, pour maximiser le tir. C'est Benoît, là, justement, qui jouait ça. Oui. Est-ce que c'est encore jouable? Écoute, l'idée, c'était de saturer avec les tirs. Si ma mémoire est bonne, par contre, dans la version précédente, il y avait 3 tirs et non 2. Donc, je pense qu'ils ont perdu un tir. Donc, il faut aller chercher la bonne sous-faction pour aller récupérer ce 3e tir-là. C'est difficile de saturer puis de faire quelque chose quand tu touches sur du 5, tu blesses sur du 4 puis tu n'as pas de perforation. Bon, oui. Contre les monstres, ils ont une perforation de 1. Donc, contre les monstres, ça peut être un petit peu plus efficace, mais... Mais encore là, contre les monstres, perforation de 1, le monstre ou les monstres que l'autre va avoir, Mystic Shield, alors Defense, ça... Il n'y a rien de substantiel. Puis... Mais 145 points pour 10, c'est 20 points de vie. Mais c'est ça, c'est 20 points de vie puis qui va faire du chip damage ici et là. Mais du chip damage, à un moment donné, c'est parce que quand tu as une armure entière qui fait du chip damage, c'est parce qu'il faut faire du real damage à un moment donné. Là. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, même en Big Wag, je ne vois pas quelle unité des Bone Splitters serait jouée. Je pense que Big Wag, on va aller chercher un mélange de Iron Jaws et de Cruel Boys. Je pense qu'on peut conclure essentiellement que moi, ma théorie, puis je suis pas mal sûr qu'elle est vraie, là, parce que j'accepte d'y croire, c'est que le Battle Tome était prêt. Puis les auteurs étaient excités. Hey, on a fini le Battle Tome. Puis ils se rendent compte pour dire, mais les Bone Splitters sont où? Oh non! Puis là, un vendredi après-midi, exact. Ils ont refait les Bone Splitters. C'est ça. C'est ma working theory, puis honnêtement, je pense que je suis dans le mille.
Peut-être en conclusion, par contre, on pourrait peut-être se positionner sur comment on les voit performer dans le méta compétitif. Puis Vincent, tu n'avais pas eu l'occasion de lire le livre, donc je serais curieux de savoir, tu as un peu appris les habiletés, vu les war scrolls au fur et à mesure du vidéo, donc je serais curieux de savoir un peu quelle est ta première impression maintenant que tu as eu ta première exposition là, à ce Battleton. Bon, ben c'est une première impression qui n'est pas, c'est pas une grosse analyse, tout ça, mais les Iron Jaws sont terrifiants. Je veux dire, ça semble être une armée que un débutant prendrait, puis il va déjà être fort avec parce que c'est no-brainer, la stratégie de base. On court, on frappe. Mais après ça, un joueur qui connaît l'armée, qui la maîtrise, il y a des tricks de mouvement à faire. On va apprendre où frapper, quand utiliser nos habiletés. Fait il y a quand même un skill cap qui est quand même assez élevé, mais c'est une armée que je pense que n'importe qui prend en main tout de suite. Tu ne sais pas jouer du tout, tu as du plaisir, puis tu vas frapper très, très fort, tu vas te détruire. Fait que les Iron Jaw me semblent très, très fort, vite, vite. Là, ça semble vraiment une bonne faction, facile à jouer pour un débutant, mais avec une possibilité de complexifier notre jeu quand on est un bon joueur. Les Cruel Boys, c'est l'inverse, c'est que ça part déjà difficile, je pense. Il y a tellement de buffs, il va falloir savoir où mettre les buffs. Ça me semble très fragile comme armée aussi, les Cruel Boys. C'est pas une armée de no-brainer. On va voir, on va parler des Dragons Stormcast dans la prochaine review. Ça, c'est assez facile à jouer. Les Cruel Boys sont vraiment pas là. Les Cruel Boys, jusqu'à maintenant, mon impression, c'est que c'est squishy. Là. Ça va tomber facilement. Il va falloir bien se positionner au départ, bien cibler c'est quoi les menaces qui peuvent venir nous frapper pour les éliminer avant qu'ils viennent nous frapper avec du tir précis. Je pense que ça va demander beaucoup de pratique. Puis un joueur qui les prendra en main, je pense qu'il va falloir qu'il accepte qu'il va y avoir quelques parties où il va se faire ramasser tour 1 ou 2 parce qu'il n'aura pas fait les bons choix avec. Mais peut-être qu'avec la pratique, ça va devenir une armée très, 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 très jouable, très gratifiante à jouer parce qu'on va avoir appris à la jouer et à maximiser le damage output. Je pense que si toutes les armées de EOS ressemblaient aux Cruel Boys, le jeu serait excellent. Ça, c'est mon point de vue. C'est une armée qui... Tu sais, les Cruel Boys, avec des jets de dés, avec des bons jets de dés, peuvent battre n'importe quoi. Bon. Sauf les dragons. Ouais, mais honnêtement, puis on va le voir sans divulgacher notre vidéo sur les Stormcast. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas grand-chose qui peut battre un build de dragon, là, honnêtement. Là, je vois pas les counters possibles, mais on se le réserve pour une autre vidéo. Donc, si toutes les armées étaient comme les Cruel Boys, je pense que le jeu serait exceptionnel. Donc, rien de trop fort, mais il y a un potentiel, rien de trop... Parfait. Je pense que si toutes les armées étaient comme les Iron Jaws avec un Maw Crusher, je pense que ce serait parfait aussi. Je pense que là, lorsqu'on va tomber dans 2 Maw Crusher, là, on va tomber dans quelque chose qui risque d'être très, très fort. Parce que comme Vincent l'a dit, les Iron Jaws, je pense, les listes compétitives de Heroic Warclan vont provenir d'Iron Jaws. Puis pas de Big War, mais c'est vraiment Iron Jaws. Je pense que compétitif, ça va être ça. Je déplore un peu le manque de diversité de l'armée. On aurait espéré avec un nouveau Battleton peut-être revisiter un peu les Iron Jaws, même pas les Bone Splitters, mais au moins les Iron Jaws pour peut-être bonifier un peu l'offre de War Scroll qui est somme toute limitée. Mais voilà. Donc je pense que cette armée-là a quand même du potentiel. Je pense que compétitivement parlant, les builds de 2 Watch Hunter puis 2 Maw Crusher vont être très présents et vont probablement faire du bruit sur la scène compétitive. Donc, la prédiction AOS Geeks, les Iron Jaws dans le premier tiers, les Cruel Boys dans le deuxième tiers et les Bone Splitters dans le tiers-monde. Oui, en fait, oui, tiers-monde, j'adore. C'est exactement ça. Avec les Ils vont rejoindre les Gloom Spites et les Beasts of Chaos. Ah, ça existe encore, les Beasts of Chaos. Oui, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur les tablettes, qu'ils sont rendus dans le fond de la tablette, il y a des choses par-dessus, puis on a oublié qu'on les avait. En fait, c'est sûrement encore une discussion chez Games Workshop. On dit, bon, dans le line-up, les Beasts of Chaos. Ah, c'est vrai, on a ça! Donc, je pense qu'on est dans le même range que l'oubli de la publication des Bone Splitters, après moi. Effectivement.
Alors voilà, ça fait le tour de notre analyse du nouveau Battletome des Auric Warclans. Somme toute, très, très positif, là, peut-être à l'exception des bons splitters à la fin. C'est vraiment un super Battletome. Pour les joueurs qui aiment les Auric Warclans, vous êtes choyés. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez-nous un petit thumbs up, ça nous aide toujours. N'hésitez pas de mettre des commentaires, surtout si vous êtes un joueur Bone Splitters puis vous continuez à les aimer. On veut avoir vos commentaires. On aime quand les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Ça permet d'avoir des discussions intéressantes. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.